Elle a épousé un PDG paralysé pour obtenir un don d'1 milliard de dollars et a guéri sa maladie des jambes. Bonjour à ma belle famille d'histoires. Bienvenue sur les histoires de Monsieur Peter. J'espère que vous allez tous bien et que Dieu garde toujours un sourire sur votre visage. Hier, j'ai commis une petite erreur et, malheureusement, certains de mes fidèles abonnés ont exprimé leur déception par des commentaires sévères, quelques-uns se désabonnant même. Cela m'a vraiment brisé le cœur. Je tiens à préciser que n'importe qui peut avoir des cheveux blonds, quelles que soient ses origines. Ma femme, qui est une femme noire fière, a les cheveux blonds et je célèbre son unicité. Je consacre 16 heures par jour à créer des histoires pour vous parce que j'aime ce que je fais et parce que vous, ma famille, comptez énormément pour moi. Mais après cette unique erreur, les critiques m'ont laissé en larmes. À un moment donné, j'ai même pensé à tout arrêter. Cependant, je réalise qu'il y a encore tant d'entre vous qui aiment et attendent mes histoires avec impatience. Je suis profondément désolé pour tout malentendu ou blessure que j'ai pu causer. Si vous acceptez mes excuses, faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre soutien me motive et savoir que vous appréciez mes histoires signifie tout pour moi. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Continuons à grandir ensemble en tant que famille. Avec amour, Monsieur Peter. L'imposante tour de verre de Kenzo Industries perçait l'horizon de Manhattan comme une dague de cristal contre l'aube de février. Kathleen Brenda se tenait à sa base, son reflet se fragmentant à travers l'entrée miroitante alors que les flocons de neige fondaient dans ses boucles sombres. Ses doigts se resserrèrent autour de l'enveloppe crème arrivée 3 jours plus tôt. Son contenu semblait encore relever davantage du fantasme que de la réalité. Le regard de l'agent de sécurité s'attarda un instant de trop sur son manteau de laine usé alors qu'elle présentait son badge de visiteur. Elle releva légèrement le menton. Un geste appris après des années à faire ses preuves dans des espaces qui n'étaient pas conçus pour l'accueillir. À 28 ans, elle s'était forgé une armure de dignité tranquille qui la servait bien dans un monde qui la jugeait souvent sur la riche mélanine de sa peau plutôt que sur la richesse de son caractère. 87e étage, indiqua le garde, son ton s'adoucissant en remarquant la carte d'identité de l'hôpital dépassant de son sac à main. Ascenseur exécutif sur la droite. L'ascenseur était une capsule de verre offrant des vues vertigineuses sur la ville à mesure qu'il montait. L'estomac de Kathleen se souleva, bien qu'elle ne sût dire si c'était dû à la hauteur ou à ses nerfs. Son esprit dériva vers la chambre d'hôpital qu'elle avait quittée quelques heures plus tôt, où son père gisait, relié à des machines qui le maintenaient en vie au prix de la ruine financière de leur famille. Cette pensée renforça sa détermination. L'orgueil était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. La lettre avait été précise dans son offre impossible. Votre présence est requise pour une proposition commerciale susceptible de résoudre vos obligations financières actuelles. La signature apposée au bas appartenait à Aloysius Kenzo lui-même, le PDG paralysé, dont le nom ornait des ailes médicales et des centres de recherche à travers la ville. Elle l'avait vu une fois de loin lors d'une réunion du conseil d'administration de l'hôpital, une silhouette frappante même dans son fauteuil roulant, avec des cheveux prématurément argentés et des yeux qui semblaient porter le poids d'empire. L'ascenseur tinta au 87e étage, s'ouvrant sur un espace qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un bureau. Les murs étaient ornés de toiles abstraites massives, leurs couleurs tourbillonnantes se reflétant sur les sols en marbre poli. Un bureau élégant s'étendait devant des baies vitrées, derrière lequel était assise une femme dont l'âge était aussi soigneusement entretenu que son apparence. Mademoiselle Brenda, la femme se leva, sa voix portant les accents nets de la vieille bourgeoisie. Je suis Victoria Blackwood, l'assistante personnelle de Monsieur Kenzo. Veuillez me suivre. Elles marchèrent le long d'un couloir bordé de photographies, non pas d'accords commerciaux ou de réussites d'entreprise, mais d'hôpitaux, d'installations de recherche et d'enfants souriants ayant bénéficié de la philanthropie médicale de Kenzo Industries. Kathleen reconnut plusieurs de ses propres patients sur les images, leurs sourires courageux capturés lors de leurs batailles les plus sombres. Victoria s'arrêta devant une double porte en ébène. Monsieur Kenzo a examiné votre dossier de manière approfondie, dit-elle, se tournant pour étudier Kathleen avec une expression illisible. Votre travail en oncologie pédiatrique n'est pas passé inaperçu, tout comme la situation de votre père. Elle hésita, quelque chose ressemblant presque à de la sympathie traversant ses traits. Quoi qu'il arrive dans l'heure qui suit, rappelez-vous que vous avez le choix. Avant que Kathleen ne puisse questionner ce conseil cryptique, les portes s'ouvrirent. Le bureau au-delà était un testament au luxe minimaliste, tout en lignes épurées et gris sourd, avec un mur de fenêtres offrant une vue divine sur Central Park en contrebas. La neige tombait plus fort maintenant, transformant la ville en une peinture monochrome.
Et il était là. Aloysius Kenzo était assis dans son fauteuil roulant, rétro-éclairé par le matin d'hiver, sa présence remplissant étrangement le vaste espace malgré sa position assise. Il était plus jeune qu'elle ne s'y attendait, peut-être vers la fin de la trentaine, avec des traits aristocratiques qui évoquaient de vieilles lignées européennes. La paralysie qui avait dominé les récents titres à son sujet ne diminuait en rien l'aura de pouvoir qui semblait émaner de tout son être. Mademoiselle Brenda, sa voix était profonde, avec un accent qu'elle n'arrivait pas tout à fait à situer. « Merci d'être venu. » Il désigna un fauteuil en cuir positionné devant son bureau. « Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. » Kathleen s'avança sur des jambes qui semblaient de plus en plus instables. De près, elle pouvait voir les signes subtils de sa condition, le positionnement soigné de ses jambes, la légère tension dans ses épaules alors qu'il maintenait sa posture. Mais ce furent ses yeux qui captèrent et retinrent son attention. Gris acier et étonnamment intense, l'étudiant avec une intelligence presque tangible. « Je vais être direct, » poursuivit-il en retirant un dossier de son bureau. À l'intérieur de ce dossier se trouve un contrat. Si vous choisissez de le signer, vous accepteriez de m'épouser pour une durée d'1 an. En retour, vous recevriez $1 milliard à l'issue de cette année. Il marqua une pause, observant sa réaction. Sans conditions cachées, sans clause secrète. Un simple échange de temps contre une sécurité financière. Le monde sembla basculer sur son axe. Kathleen agrippa les accoudoirs de son fauteuil, son esprit s'emballant pour assimiler ces paroles. Le mariage. Avec l'un des hommes les plus puissants de New York. Cela semblait absurde, impossible et pourtant. Pourquoi moi? Réussit-elle à demander, fière que sa voix reste stable. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Une excellente question. L'une des nombreuses qui démontrent pourquoi vous êtes assise dans ce fauteuil au lieu des douzaines d'autres candidates que nous avons envisagées. Il contourna le bureau en fauteuil, s'arrêtant à côté d'elle. Vous avez passé les 5 dernières années à travailler en oncologie pédiatrique, malgré des offres de cabinets privés qui auraient triplé votre salaire. Vous avez pris des gardes supplémentaires pour aider à payer les soins médicaux de votre père, tout en trouvant le temps de faire du bénévolat à la clinique gratuite de Brooklyn. Les parents de vos patients parlent de votre compassion. Vos collègues louent votre dévouement et vos dossiers financiers montrent quelqu'un qui n'a jamais choisi la voie de la facilité pour un gain personnel. Il se tourna vers les fenêtres, son profil se découpant nettement contre la neige qui tombait. J'ai besoin d'une femme qui comprend la valeur de l'argent autant que celle de l'intégrité, mademoiselle Brenda. Quelqu'un qui ne sera pas séduit par la richesse seule, mais qui comprend son pouvoir de changer les choses. Le $1 milliard n'est pas juste un paiement, c'est un test de caractère. L'esprit de Kathleen vola vers la chambre d'hôpital de son père, vers les factures qui s'accumulaient et les traitements dont il avait désespérément besoin. Avec une telle somme, elle pourrait le sauver, pourrait financer la recherche pour aider d'autres familles à éviter la même lutte. Mais le mariage. Avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'aimait pas. Que attendrait-on de moi, demanda-t-elle, sa nature pragmatique s'affirmant à travers le choc. Discrétion, compagnie, présence aux fonctions sociales nécessaires, maintien d'une image publique convenant à quelqu'un de ma position. Il se retourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. Je ne cherche pas l'amour, mademoiselle Brenda, ni rien au-delà de ce qui serait approprié entre des partenaires commerciaux partageant un objectif commun. Un silence pesant remplit la pièce, tandis que la neige continuait de tomber dehors, rendant le monde blanc, propre et nouveau. Kathleen pensa à sa mère, qui lui avait appris que la dignité valait plus que l'or. Mais elle pensa aussi au sourire de son père, aux enfants de son service qui avaient besoin de défenseurs disposant de ressources, à tout le bien qui pourrait être fait avec l'argent offert. De combien de temps je dispose pour décider, demanda-t-elle finalement. 24 heures, répondit-il. Le contrat est là pour votre examen, incluant tous les termes et conditions. Mes avocats sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Il retourna derrière son bureau. Mais sachez ceci, mademoiselle Brenda. Quelle que soit votre décision, les factures médicales de votre père seront prises en charge. Considérez cela comme une compensation pour votre temps aujourd'hui. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les refoula en clignant. Cet homme lui offrait une solution enveloppée dans une énigme, une charité déguisée en opportunité. La question était, pouvait-elle l'accepter? Et plus important encore, qu'est-ce que cela lui coûterait au-delà de l'année qu'il demandait? Se levant de son fauteuil, Kathleen ramassa le dossier du contrat.
Merci, monsieur Kenzo. Vous aurez ma réponse demain. Il hocha la tête. Ce même fantôme de sourire touchant ses lèvres. À demain alors, mademoiselle Brenda. Alors qu'elle retournait vers l'ascenseur, le contrat serré contre sa poitrine, Kathleen sentit le poids de la décision qui l'attendait. Elle avait 24 heures pour choisir entre sa fierté et son but, entre ses principes et les besoins pratiques de ceux qu'elle aimait. L'ascenseur descendit, et avec lui vint la réalisation que, quel que soit son choix, sa vie ne serait plus jamais la même après aujourd'hui. Elle ne se doutait pas, en sortant dans la neige tourbillonnante, qu'Aloysius Kenzo observait son départ sur ses moniteurs de sécurité. Son expression était pensive. Il lui avait dit qu'il s'agissait d'un arrangement commercial, un simple échange de temps contre de l'argent. Ce qu'il ne lui avait pas dit, c'était depuis combien de temps il l'observait travailler à l'hôpital, comment son dévouement avait attiré son attention des mois avant sa paralysie, ou comment cette rencontre soigneusement orchestrée était tout sauf fortuite. La neige continuait de tomber, effaçant les empreintes et brouillant les frontières, alors que Devi se tenait au bord d'un voyage extraordinaire qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la confiance et la véritable valeur d'un cœur humain. Chapitre 2, Première rencontre. Les 24 heures accordées à Kathleen pour prendre sa décision passèrent comme un rêve fiévreux. Elle avait passé la nuit à arpenter son modeste appartement de Brooklyn. Les pages du contrat étaient étalées sur sa table de cuisine comme des cartes de tarot promettant un avenir auquel elle ne pouvait pas tout à fait croire. L'aube la trouva au chevet de son père à l'hôpital Mount Sinai, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec une précision mécanique. « Ma petite fille » chuchota-t-il, la voix rauque à cause du respirateur. « On dirait que tu portes le monde sur tes épaules. » Kathleen lui serra la main, sentant la fragilité de ses os sous sa peau fine comme du papier. « Je vais bien, papa, je pense juste à quelques changements au travail. » Le mensonge avait un goût amer, mais elle ne pouvait pas l'accabler avec ce choix impossible. Une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux, et Kathleen reconnut le regard inquiet jeté au moniteur. Ses chiffres chutaient à nouveau. Une autre opération serait bientôt nécessaire. Une opération qu'il ne pouvait pas se permettre. La décision se cristallisa dans son esprit comme du givre sur une vitre. 1 heure plus tard, elle se tenait de nouveau dans le bureau d'Aloysius Kenzo, cette fois vêtue de son meilleur tailleur bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon professionnel. Le soleil du matin peignait l'horizon de Manhattan de nuances dorées. Mais le bureau semblait plus froid qu'auparavant. Plus austère dans la lumière crue du jour. Aloysius était positionné derrière son bureau, son fauteuil roulant étant désormais une extension de sa présence imposante plutôt qu'une limitation. Aujourd'hui, il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus que son salaire annuel, ses cheveux argentés accrochant la lumière comme de l'argent poli. « Vous avez pris votre décision » déclara-t-il plus qu'il ne demanda, ses yeux gris pénétrant la lisant comme un texte familier. Kathleen posa le contrat signé sur son bureau. « J'ai mes propres conditions. » Une lueur de quelque chose surprise, respect, traversa ses traits. « Je vous en prie, continuez. »« Je garde mon emploi à l'hôpital » commença-t-elle en se tenant bien droite devant lui. « Mes patients ont besoin de moi, et je ne les abandonnerai pas pour des fonctions sociales ou des événements d'entreprise. J'assisterai à ce qui est nécessaire, mais mon travail passe avant tout. » Il l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « Raisonnable. Continuez. Je veux que mon père soit transféré dans votre établissement médical privé à Manhattan, avec les meilleurs soins, les meilleurs médecins. » Sa voix trembla légèrement mais resta ferme. « Et je veux l'accès aux ressources de votre division de recherche pour mes patients pédiatriques atteints de cancer. » Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. « Vous négociez pour les autres plutôt que pour vous-même. Intéressant. » Il contourna le bureau, réduisant la distance entre eux. « Que voulez-vous pour vous-même, Kathleen ?» L'utilisation de son prénom la surprit, mais elle tint bon. « Le respect » répondit-elle simplement. « Je ne serai ni un trophée ni un scandale. Si nous devons convaincre le monde que c'est réel, vous me traiterez comme une partenaire égale, pas comme une compagne achetée. » Le rire d'Aloysius fut inattendu, riche et authentique, sans rien du vernis corporatif qu'elle avait entendu auparavant. « Oh, vous êtes bien plus fascinante que votre dossier ne le suggérait. » Il tendit la main. Marché conclu. Lorsqu'elle la prit, sa poigne était chaude et forte, envoyant un courant inattendu le long de son bras. Pendant un instant, leurs regards se verrouillèrent, et Kathleen vit quelque chose bouger dans ses profondeurs grises, une vulnérabilité rapidement masquée par son calme habituel.
Victoria vous aidera avec les arrangements, poursuivit-il en relâchant sa main. Nous devrons agir rapidement. La presse aura vent de cela bientôt, et je préfère contrôler le récit. Il appuya sur un bouton de son bureau, et Victoria se matérialisa comme un fantôme bien habillé. Ce qui suivit fut un tourbillon d'activités. Des avocats apparurent avec plus de documents. Des stylistes arrivèrent avec des échantillons de tissus et des plans de mariage, et des experts en sécurité l'informèrent des protocoles qu'elle devrait suivre en tant que Madame Kenzo. À travers tout cela, Kathleen observait Aloysius du coin de l'œil, notant comment il gérait tout depuis son fauteuil avec des gestes subtils et des commandes calmes. La fin d'après-midi les trouva de nouveau seuls, le soleil se couchant derrière les flèches de la ville. La tête de Kathleen tournait sous l'afflux d'informations, mais une question restait sans réponse. Pourquoi cette précipitation, demanda-t-elle finalement. Pourquoi ne pas prendre le temps de rendre cela plus convaincant? Aloysius roula vers les fenêtres, son profil net contre le ciel qui s'assombrissait. Parce que, ma chère future épouse, le temps est le seul luxe que je n'ai peut-être pas en abondance. Il se tourna pour lui faire face, et pour la première fois, elle vit le tribut que sa condition prélevait sur lui, le léger tremblement de ses mains, la tension autour de ses yeux. La paralysie est progressive, les médecins sont incertains quant au pronostic. L'infirmière en Kathleen voulait en demander plus, comprendre les détails médicaux, mais le regard dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas à propos de sa condition. C'était à propos de son héritage, de s'assurer que son empire serait protégé par quelqu'un qu'il jugeait digne. « Je vais devoir faire mes valises, dit-elle à la place, lui offrant la dignité de sa vie privée. C'est déjà fait. Votre nouvelle garde-robe et tout ce dont vous aurez besoin sont en cours de livraison aux Pentouzes. » Il sourit devant son expression surprise. « Pensiez-vous vivre ailleurs? Nous devons maintenir les apparences après tout. » Une voiture noire élégante l'attendait dehors, prête à l'emmener vers sa nouvelle vie. Alors qu'elle s'installait dans les sièges en cuir, son téléphone vibra avec un texto. C'était d'un numéro inconnu. « Bienvenue dans la famille, future Madame Kenzo, vous venez de prendre la deuxième meilleure décision de votre vie. » Ah. Elle fixa le message, perplexe. « La deuxième meilleure ?» Un autre texto suivit. « La meilleure décision sera quand vous choisirez de rester une fois l'année écoulée. » Levant les yeux vers le bâtiment imposant qu'elle venait de quitter, Kathleen aperçut une silhouette à la fenêtre du dernier étage, une ombre en fauteuil roulant observant son départ. La voiture s'éloigna du trottoir, l'emportant vers un futur qui semblait à la fois terrifiant et excitant. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était l'expression d'Aloysius alors qu'il la regardait partir, ou la façon dont sa main tremblait légèrement en posant son téléphone. Sur son bureau gisait un dossier médical, non pas le sien à elle, mais le sien à lui. Le pronostic était effectivement incertain, mais pas de la manière qu'il avait laissé entendre. Le traitement expérimental qu'il refusait avait un taux de réussite élevé, mais il avait besoin de quelque chose de plus que la médecine pour guérir. Il avait besoin de vérité dans un monde de mensonges, de compassion dans un royaume de calcul. Il avait besoin d'elle, bien qu'il ne l'admît pas encore, même à lui-même. Alors que la nuit tombait sur Manhattan, deux personnes restaient éveillées dans différentes parties de la ville, l'une dans un Pentouse de luxe se préparant à son nouveau rôle, l'autre dans un fauteuil roulant dans une haute tour, tous deux se demandant s'ils venaient de commettre la plus grande erreur ou de prendre la meilleure décision de leur vie. Les pièces d'échecs étaient en place, la partie commençait. Mais aucun des joueurs ne comprenait pleinement les règles, et les enjeux étaient bien plus élevés que de simples milliards. Car dans l'espace entre vérité et tromperie, entre devoir et désir, quelque chose d'inattendu prenait racine, quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait lier et qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Demain apporterait le cirque médiatique, l'annonce publique, le début de leur danse soigneusement chorégraphiée. Mais ce soir était fait pour la réflexion, pour les derniers moments de solitude avant que leur vie ne s'entremêle de manière qu'aucun des deux ne pouvait prédire. Et quelque part dans la ville, une horloge sonna minuit, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. L'histoire de deux âmes qui pensaient entrer dans un arrangement commercial, inconscientes qu'elles s'embarquaient dans un voyage qui redéfinirait tout ce qu'elles pensaient savoir sur l'amour, la confiance et le vrai sens de la richesse. Chapitre 3, Motifs cachés. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées du bureau privé d'Aloysius, illuminant des murs tapissés de photos de surveillance, de rapports médicaux et de coupures de journaux soigneusement annotés, tous mettaient en vedette Kathleen Brenda. 6 mois de surveillance, condensés en une trace papier d'une vie observée de loin. Victoria Blackwood se tenait à côté de son fauteuil,
son attitude professionnelle habituelle teintée d'inquiétude alors qu'elle regardait son employeur étudier le mur d'information. « Monsieur, elle va finir par découvrir tout ça. » Aloysius roula plus près d'une photographie particulière. Kathleen agenouillée à côté du lit d'une jeune patiente atteinte de cancer, son visage illuminé d'une compassion sincère alors qu'elle lisait un livre d'histoire. « C'était ce moment-là, Victoria, dit-il doucement en touchant l'image. Il y a 8 mois, lors de mon inspection trimestrielle de l'hôpital. Tout le monde était concentré à impressionner le PDG, me montrant des graphiques et des statistiques. Mais elle ne m'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à faire rire cette petite fille. » Le souvenir se joua vivement dans son esprit. Il marchait à l'époque, traversant les couloirs de l'hôpital avec son entourage habituel d'administrateurs et d'assistants. Le son des rires l'avait attiré vers le service d'oncologie pédiatrique, où il avait été témoin de quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. « Racontez-moi encore ce jour-là » demanda Victoria, bien qu'elle eût entendu l'histoire maintes fois. Le regard d'Aloysius se fit lointain. La petite était terrifiée par son opération imminente. Aucun des médecins ne parvenait à la calmer. Puis Kathleen est entrée, portant encore sa blouse après une double garde. Elle s'est assise, a sorti Le Petit Prince et a commencé à lire. Mais elle ne faisait pas que lire. Elle créait des voix différentes pour chaque personnage, faisait des bruitages, transformait une histoire simple en une performance magique. Il roula vers son bureau, prenant un dossier médical, le sien cette fois. La fille a oublié sa peur. J'ai oublié la mienne aussi, pour un instant. Savez-vous ce que ça vaut, Victoria, de trouver quelqu'un qui peut vous faire oublier vos peurs? Mais la tromperie sur la paralysie? Commença Victoria, sa voix s'éteignant diplomatiquement. Est nécessaire, finit-il fermement. Comment pourrais-je être sûr autrement? Chaque femme qui a montré de l'intérêt pour moi depuis que j'ai repris Kenzo Industries voulait quelque chose. Argent, pouvoir, statut. J'avais besoin de savoir si Kathleen était différente. Victoria se déplaça vers les fenêtres, regardant l'horizon de Manhattan. Et votre condition réelle? Les tremblements, la faiblesse? Traitable, admit-il en posant le dossier. La procédure expérimentale a un taux de réussite de 85%, mais j'avais besoin d'une raison pour l'approcher afin de créer cette situation. La paralysie fournit la couverture parfaite. C'est un jeu dangereux que vous jouez, avertit Victoria. Elle n'est pas comme les arrivistes et les chercheuses d'or avec lesquelles vous avez l'habitude de traiter. Quand elle découvrira la vérité, elle me détestera, finit Aloysius, sa voix portant une note de résignation. Mais d'ici là, peut-être comprendra-t-elle pourquoi je l'ai fait. Peut-être aura-t-elle vu assez de mon monde pour savoir pourquoi j'avais besoin d'être sûr. Il roula vers une autre section du mur où des coupures de presse détaillaient le travail bénévole de Kathleen dans des cliniques gratuites, son plaidoyer pour les patients défavorisés, son dossier académique parfait obtenu tout en cumulant plusieurs emplois. Regardez sa vie, Victoria. Chaque choix qu'elle a fait a été pour aider les autres, souvent à un grand coût personnel. Dans un monde où tout le monde veut quelque chose de moi, elle a passé sa vie à donner aux autres. Victoria étudia le visage de son employeur, notant la douceur qui entrait dans son expression lorsqu'il parlait de Kathleen. En 15 ans comme assistante, elle ne l'avait jamais vue ainsi. Vous tombez déjà amoureux d'elle, observa-t-elle calmement. Aloysius ne le nia pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers son ordinateur, affichant le flux de sécurité du nouvel appartement penthouse de Kathleen. Elle y était maintenant, arrangeant ses quelques effets personnels parmi les objets de luxe qui lui avaient été fournis. Même à travers les images granuleuses, son inconfort face à l'opulence était évident. Regardez, instruisit-il Victoria. À l'écran, Kathleen découvrit la bibliothèque qui avait été garnie pour elle, textes médicaux, journaux de recherche et une collection complète de littérature enfantine pour ses lectures aux patients. Son visage s'illumina d'une joie sincère, et elle commença immédiatement à organiser les livres avec une précision professionnelle. Elle n'a même pas regardé le coffre à bijoux, nota Victoria, impressionnée malgré elle. La plupart des familles seraient allées en premier. Non, acquiesça Aloysius, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Elle ne l'a pas fait, mais elle a passé 1 heure ce matin au téléphone avec son superviseur à l'hôpital, organisant son nouvel emploi du temps pour s'assurer que ses patients ne seraient pas affectés par le mariage. Il afficha un autre fichier sur son ordinateur, les derniers résultats de ses tests médicaux. Les tremblements s'aggravaient, la faiblesse dans ses jambes était plus prononcée. Les médecins poussaient pour qu'il commence le traitement bientôt,
mais il avait besoin de temps pour comprendre la femme qu'il avait choisie, de temps pour voir si ses instincts à son sujet étaient justes. « Monsieur, dit Victoria avec hésitation, et si elle vous surprenait? Et si elle était exactement qui elle semble être ?» La main d'Aloysius trembla légèrement alors qu'il fermait le dossier médical. « Alors j'aurais trouvé quelque chose qui vaut plus que tout Kenzo Industries. » Il se tourna pour faire face à son assistante, son expression sérieuse. « Mais j'ai besoin d'en être certain. $1 milliard a le don de révéler la vraie nature des gens. » Sur son bureau, un petit moniteur montrait un autre flux, le père de Kathleen dans sa nouvelle chambre d'hôpital privé, recevant les meilleurs soins que l'argent pouvait acheter. Elle lui avait rendu visite ce matin-là, les yeux brillants de larmes de soulagement, alors que les médecins expliquaient les traitements avancés désormais disponibles pour lui. Elle aurait pu demander n'importe quoi, songea Aloysius, un paiement plus important, un contrat plus court, des luxes personnels. Au lieu de cela, elle a négocié pour les soins de son père et l'accès de ses patients à nos installations de recherche. Il secoua la tête, émerveillé. Savez-vous à quel point c'est rare, Victoria? De trouver quelqu'un dont la première pensée est pour les autres. Victoria rassembla quelques papiers de son bureau, se préparant à partir. Souvenez-vous juste, monsieur. La confiance va dans les deux sens. La vérité finit toujours par sortir. Et quand ce sera le cas? Je sais, l'interrompit-il doucement. Mais d'ici là, j'espère avoir gagné quelque chose de plus précieux que sa confiance. J'espère avoir gagné sa compréhension. Alors que Victoria partait, Aloysius roula de nouveau vers le mur de photos. Ses yeux furent attirés par un ajout récent, Kathleen dans son tailleur bleu marine, signant le contrat à son bureau. La lumière du soleil avait capturé son profil, soulignant la force de sa mâchoire, la détermination dans ses yeux. Elle ressemblait à une femme faisant un sacrifice, pas à quelqu'un saisissant une opportunité. Il toucha la photo doucement. « Pardonne-moi, chuchota-t-il à l'image, mais je devais savoir. » Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message du conseil de l'hôpital. Il voulait une réponse concernant le traitement expérimental. Il l'ignora, affichant à la place le flux de surveillance de l'appartement de Kathleen à nouveau. Elle était dans la bibliothèque, recroquevillée sur un siège près de la fenêtre avec un journal médical, prenant des notes pendant sa lecture. Même dans cette cage dorée qu'il avait créée, elle restait concentrée sur sa mission de guérir, d'aider, de faire une différence. L'ironie ne lui échappait pas. Dans son plan élaboré pour tester son caractère, elle testait le sien sans le savoir. Chaque action altruiste, chaque choix qui faisait passer les autres en premier, chaque moment de compassion sincère ébréchait les murs de protection qu'il avait construits autour de son cœur. Alors que le soir tombait sur Manhattan, Aloysius Kenzo était assis dans son fauteuil roulant, entouré des preuves de sa tromperie, et se demandait si, en essayant de se protéger d'être utilisé, il n'était pas devenu la chose même qu'il méprisait. Quelqu'un qui utilisait les autres à ses propres fins, quelle que soit la noblesse de l'intention. Mais il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. Les rouages étaient en mouvement, l'histoire se déroulait déjà. Tout ce qu'il pouvait faire était d'espérer que lorsque la vérité éclaterait enfin, elle comprendrait que parfois les plus grands mensonges ne sont pas dits pour tromper, mais pour découvrir quelque chose de vrai et de précieux dans un monde de façades et de fausses promesses. Demain apporterait une autre journée de faux semblants, un autre chapitre dans leur danse compliquée. Mais ce soir, dans l'intimité de son étude, Aloysius s'autorisa à ressentir le poids de sa tromperie, et la peur grandissante qu'en protégeant son cœur d'une chasseuse de fortune, il ait trouvé quelqu'un dont la valeur ne pouvait se mesurer en milliards. Chapitre 4, partenaire réticent. La cathédrale Saint-Patrick se dressait majestueuse contre le ciel d'hiver, ses flèches gothiques s'élançant vers le ciel comme des prières coulées dans la pierre. À l'intérieur, sous des voûtes vertigineuses et des vitraux, Kathleen Brenda devenait Madame Kenzo lors d'une cérémonie qui était à la fois intime et scrutée par le monde entier. Elle portait une robe de soie ivoire qui murmurait contre le sol en marbre, conçue pour faire les gros titres tout en maintenant la dignité sur laquelle elle avait insisté. Son père, plus fort maintenant grâce à ses nouveaux traitements, était assis au premier rang, des larmes brillant dans ses yeux. La liste des invités était petite mais puissante, PDG, politiciens et philanthropes, qui contrôlaient une grande partie du destin de Manhattan depuis leur bureau d'anglais et leur club privé. Aloysius attendait à l'hôtel dans son fauteuil roulant, ses cheveux argentés accrochant la lumière des vitraux anciens, créant un effet de halo qui le faisait paraître presque d'un autre monde. Ses yeux gris ne quittèrent jamais son visage alors qu'elle remontait l'allée, et pendant un instant, l'intensité de son regard lui fit oublier que tout ceci n'était qu'un arrangement.
La cérémonie fut brève, traditionnelle et parfaitement orchestrée. Lorsque Kathleen dit « Je le veux », sa voix portait la force qui avait attiré Aloysius vers elle en premier lieu. Lorsqu'il glissa la bague à son doigt, un diamant éblouissant mais sobre qu'elle avait choisi plutôt que des options plus ostentatoires, sa main trembla légèrement. Bien que seule Victoria, observant attentivement depuis le premier rang, sembla le remarquer. Ce fut ce qui suivit qui les mit tous deux à l'épreuve. L'explosion médiatique fut immédiate et brutale, les titres hurlaient sur toutes les plateformes, un milliardaire paralysé épouse une infirmière noire, amour ou manipulation, Kenzo Industries, l'employé d'hôpital infiltré, l'union improbable, du chevet au milliard, l'histoire de Kathleen Brenda. Kathleen fit face à tout cela avec un calme remarquable, bien qu'Aloysius remarqua comment elle redressait les épaules chaque matin avant d'affronter le monde, comme si elle enfilait une armure invisible. Leur première apparition publique en tant que mari et femme eut lieu lors du gala de charité annuel de Kenzo Industries. Kathleen avait passé la journée à l'hôpital, refusant d'abandonner ses gardes malgré son nouveau statut. Elle arriva à l'hôtel Plaza portant encore sa montre pratique, un petit acte de défi contre les diamants et les marques de créateurs qui l'entouraient. « Il nous regarde », murmura Aloysius alors qu'elle prenait place à côté de son fauteuil, sa main trouvant la sienne avec une aisance exercée. « Montrez-leur qui vous êtes. » Et elle le fit. Lorsqu'on l'interrogea sur son parcours, Kathleen parla avec passion des inégalités en matière de santé et de sa vision pour des soins médicaux plus accessibles. Lorsqu'on la questionna sur son mariage, elle répondit aux insinuations avec une dignité tranquille. « Mon mari et moi partageons un engagement à améliorer des vies grâce à l'innovation médicale, » disait-elle, sa main reposant naturellement sur l'épaule d'Aloysius. Le reste nous regarde. Mais ce fut lors d'un moment inattendu qu'elle commença vraiment à comprendre le monde dans lequel elle était entrée. Une mondaine éminente, dégoulinante de bijoux et de malice, s'approcha d'eux pendant le dîner. « Oh, comme c'est charitable de votre part, Aloysius », traîna la femme, ses yeux glissant avec dédain sur Kathleen. Bien que je doive dire qu'il y avait plusieurs candidates plus convenables issues de bonnes familles qui auraient été heureuses d'assumer votre condition. Avant qu'Aloysius ne puisse répondre, Kathleen prit la parole, sa voix portant le même ton doux qu'elle utilisait avec les patients effrayés. « Je vous prie de m'excuser, mais je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Je suis le docteur Brenda Kenzo. J'ai remarqué votre léger tremblement lorsque vous avez soulevé votre coupe de champagne. Signe classique de tremblement essentiel. Si vous le souhaitez, je peux vous recommander un excellent neurologue qui fait un travail révolutionnaire dans ce domaine. » La mondaine blêmit, s'excusant rapidement. Le rire d'Aloysius fut authentique et chaleureux. « Rappelez-moi de ne jamais vous sous-estimer, » dit-il, une réelle admiration dans les yeux. Plus tard cette nuit-là, dans l'intimité de leur pentouse, Kathleen enleva ses talons avec un soupir de soulagement. Ils avaient des chambres séparées, faisant partie de leur arrangement, mais partageaient le vaste espace de vie avec son mur de fenêtres donnant sur Central Park. « Vous vous êtes magnifiquement débrouillé ce soir, » dit Aloysius, roulant vers le bar pour leur verser un verre avec une aisance exercée. « Bien que je soupçonne que vous ayez un peu trop apprécié ce diagnostic. » Kathleen accepta le verre, s'enfonçant dans un fauteuil en cuir. « Je suis médecin, j'utilise les outils que j'ai. » Elle l'étudia par-dessus le bord de son verre. « Tout comme vous utilisez les vôtres. » Il haussa légèrement un sourcil. « Oh. J'ai vu comment vous avez manipulé la culpabilité de ce sénateur concernant son vote sur la santé pour obtenir un don majeur pour l'aile pédiatrique. » Un petit sourire joua sur ses lèvres. « Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous savons tous deux travailler au sein de nos systèmes pour obtenir ce dont nous avons besoin. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Aloysius, fierté, inquiétude, mais disparut trop vite pour être lu. « Et de quoi avez-vous besoin, Kathleen ?» La question flotta dans l'air entre eux, lourde de possibilités inexprimées. Elle prit une autre gorgée de sa boisson, gagnant du temps pour choisir ses mots avec soin. « En ce moment ? De comprendre ma place dans tout cela. Le cirque médiatique, la politique sociale, l'examen constant. C'est un genre différent de salle d'hôpital, avec différents types de maladies à traiter. » Aloysius roula plus près, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de colonne coûteuse et voir les fines lignes autour de ses yeux qui parlaient de soucis privés. « Et quel est votre diagnostic, docteur ? Caterminaux d'ego, addiction chronique à la richesse, anxiété aiguë de statut, énuméra-t-elle, le faisant rire à nouveau, puis plus sérieusement, et de rares cas occasionnels de désir sincère de faire une différence. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour un instant, les faux semblants tombèrent.
Ils n'étaient que deux personnes, partageant un moment calme au-dessus d'une ville scintillante, chacun portant des secrets et des espoirs que l'autre ne pouvait pas pleinement voir. Le moment se brisa lorsque la main d'Aloysius trembla, manquant de peu de faire tomber son verre. Les instincts médicaux de Kathleen se déclenchèrent, et elle tendit la main vers lui automatiquement. « Est-ce que vous... » ?»« Je vais bien, » la coupa-t-il, reculant légèrement. « Juste fatigué. La journée a été longue. » Elle le regarda se retirer dans sa chambre, notant la tension dans ses épaules, la façon prudente dont il contrôlait ses mouvements. Sa formation médicale lui disait qu'il y avait plus dans sa condition qu'il ne le partageait, mais leur arrangement ne lui donnait pas le droit d'insister. Seule dans sa propre chambre plus tard, Kathleen se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers son reflet. À son doigt, l'Alliance accrochait la lumière, jetant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur. 6 semaines après leur mariage, elle commençait à réaliser que le milliard de dollars pourrait être la partie la plus simple de leur arrangement. Parce que quelque part entre les performances publiques et les moments privés, entre sa distance soigneusement maintenue et les éclairs inattendus de vulnérabilité, entre son dévouement professionnel et la conscience grandissante de lui en tant qu'homme plutôt que patient ou employeur, quelque chose de non planifié prenait racine. Quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait couvrir, qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, et qu'aucune préparation n'aurait pu anticiper. Dans sa propre chambre, Aloysius était assis dans l'obscurité, regardant le flux de surveillance qui montrait Kathleen à sa fenêtre. Sa main tremblait alors qu'il attrapait son téléphone privé, affichant de nouveau le message de ses médecins. La fenêtre pour le traitement expérimental se refermait. Bientôt, il devrait faire un choix, continuer la mascarade et risquer des dommages permanents, ou lui dire la vérité, et risquer de perdre ce qui se construisait lentement entre eux. La ville bourdonnait en bas, indifférente à leur drame privé. Dans des chambres séparées, 2 personnes qui étaient entrées dans un arrangement commercial restaient éveillées. Chacun gardant des secrets qui menaçaient de tout changer, chacun commençant à réaliser que le plus grand risque dans leur plan minutieux pourrait ne pas être la découverte par la presse ou le jugement de la société, mais le pouvoir imprévisible et incontrôlable d'une connexion authentique. Demain apporterait plus d'apparitions, plus de surveillance, une navigation plus prudente de leur rôle public, mais ce soir, dans les heures calmes où les faux-semblants tombaient, Kathleen et Aloysius faisaient face à la même question troublante, que se passe-t-il quand un mariage de convenance devient fâcheusement réel ? Chapitre 5, Sentiments inattendus. La bibliothèque médicale du centre de recherche de Kenzo Industries était devenue le sanctuaire de Kathleen durant les longues nuits où le sommeil la fuyait. 3 mois après leur mariage, elle était assise entourée de piles de journaux médicaux, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, des lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'elle épluchait les dernières recherches sur les lésions de la moelle épinière et les maladies neurodégénératives. Le personnel de nettoyage avait depuis longtemps appris à travailler autour d'elle, bien qu'ils chuchotassent entre eux au sujet de la femme du PDG qui passait ses nuits à étudier des textes médicaux au lieu d'assister aux soirées mondaines. Ce soir, elle remarqua à peine quand l'agent de sécurité lui apporta une autre tasse de café, sa 3e depuis minuit. « Il doit y avoir quelque chose ici », marmonna-t-elle, prenant une autre note dans son carnet déjà plein. La page était couverte de diagrammes et de citations, tous concentrés sur un seul but, comprendre la condition d'Aloysius. Quelque chose ne collait pas. En tant que professionnelle de la santé, elle avait vu assez de cas de paralysie pour savoir que ces symptômes ne suivaient pas le schéma typique. Les tremblements dans ses mains, la façon dont il semblait parfois lutter contre le mouvement plutôt que d'en manquer entièrement, les moments occasionnels où il oubliait ses limitations. Tout cela suggérait un diagnostic différent de celui qu'on lui avait donné. Un léger vrombissement la fit lever les yeux. Aloysius était assis dans son fauteuil roulant à l'entrée de la bibliothèque, l'observant avec une expression illisible. « Il est 3 heures du matin, dit-il doucement. Vous devriez dormir. » Kathleen remonta ses lunettes, soudainement consciente de son apparence échevelée. « Je pourrais vous dire la même chose. » Il roula plus près, jetant un coup d'œil à ses notes. Son visage se tendit presque imperceptiblement. « Vous faites des recherches sur ma condition. »« Je suis médecin, » lui rappela-t-elle. « C'est ce que je fais. »« Et qu'avez-vous trouvé ?» Sa voix était soigneusement neutre, mais elle perçut la légère tension dans ses épaules. Kathleen le regarda directement, sa formation professionnelle luttant contre son investissement personnel grandissant. Des incohérences. Vos symptômes ne correspondent pas à une paralysie progressive standard. Les tremblements suggèrent une implication neurologique, mais vos schémas de réponse musculaire indiquent. Arrêtez. Le mot était doux, mais ferme.
Ce n'est pas pour cela que je vous ai épousé. Non, convint-elle en fermant son carnet. Vous m'avez épousé parce que vous aviez besoin de quelqu'un qui pourrait gérer votre monde sans être séduit par lui. Mais vous avez oublié quelque chose d'important dans vos calculs. Et quoi donc? Je suis une soignante. Ce n'est pas ce que je fais. C'est qui je suis. Je ne peux pas éteindre ça juste parce que nous avons un contrat. Le silence entre-crépitait de tensions inexprimées. Aloysius roula vers la fenêtre, son profil net contre le ciel d'avant l'aube. Parlez-moi de votre journée, dit-il soudainement, changeant de sujet. Kathleen accepta la diversion, comprenant que certains murs ne pouvaient être franchis de front. J'ai eu une nouvelle patiente aujourd'hui. Une petite fille de 7 ans, neuroblastome de stade 3. Elle a peur des hôpitaux, mais pas de la mort. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait plus pour son petit frère qui resterait seul que pour son propre traitement. Quel est son pronostic? Meilleur qu'il ne l'aurait été, grâce à l'accès que vous nous avez donné aux traitements expérimentaux. Elle se leva, se déplaçant pour se tenir à côté de son fauteuil. C'est ce que je ne comprends pas. Vous avez consacré des milliards à la recherche médicale, à aider les autres à guérir, mais vous ne voulez pas. Il est tard, l'interrompit-il, mais sa voix était douce. Vous avez votre tournée tôt demain. Aujourd'hui, en fait, corrigea-t-elle en jetant un coup d'œil à sa montre. Mais je voulais vous demander, il y a un dîner de levée de fonds la semaine prochaine pour le département d'oncologie pédiatrique. Viendriez-vous? Pas en tant que donateur ou PDG, mais en tant que mon mari. La question flottait entre eux, lourde d'une signification au-delà d'un simple engagement social. Depuis leur mariage, ils étaient apparus ensemble à d'innombrables événements, mais toujours dans le cadre de leur moment. C'était différent, c'était son monde à elle, sa passion. Aloysius resta silencieux un long moment. Y aura-t-il des enfants? Certains de nos patients guéris, oui. Ils aiment partager leurs histoires de réussite. Ses mains se resserrèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. Je ne suis pas très à l'aise avec les enfants, ils posent trop de questions honnêtes. Kathleen s'agenouilla près de son fauteuil, entrant dans son champ de vision. C'est exactement pour cela que je veux que vous soyez là. Les enfants voient une vérité que les adultes ont appris à ignorer, et ces derniers temps, j'ai l'impression de me noyer dans des façades soigneusement construites. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose bougea dans l'espace entre eux. Aloysius tendit la main, presque inconsciemment, et replaça une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Le geste était étonnamment intime, et tous deux se figèrent un instant. « Je viendrai, dit-il finalement. Mais j'ai mes propres conditions. » Bien sûr, sourit-elle. Vous êtes un homme d'affaires. Pas de presse, pas de photographe, pas de grands discours sur la philanthropie d'entreprise. Sa voix s'adoucit. Juste nous, soutenant votre travail. Kathleen sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Marché conclu. Le moment fut interrompu par la vibration de son téléphone, un message de son équipe médicale, devina-t-elle, notant la rapidité avec laquelle il le réduisit au silence. Une autre pièce du puzzle qui ne s'emboîtait pas tout à fait. Vous devriez dormir un peu, dit-il en roulant vers la porte. Victoria aura ma peau si tu t'endors pendant la réunion du conseil demain. Aloysius, l'appelait-elle alors qu'il s'éloignait. Il marqua une pause mais ne se retourna pas. Quoi que tu me caches, quelle que soit ta peur, je veux que tu saches que je suis là. Pas à cause du contrat, ni pour l'argent, mais parce que je t'ai vu passer ces mois à aider les autres tout en refusant d'être aidé toi-même, et cela compte pour moi. Ses épaules se tendirent, et un bref instant, elle crut qu'il allait enfin s'ouvrir. Au lieu de cela, il murmura simplement « Bonne nuit, Kathleen », avant de disparaître dans l'obscurité de la demeure. De nouveau seule, Kathleen retourna à ses ouvrages médicaux, mais son esprit ne cessait de dériver vers le souvenir de ses doigts effleurant ses cheveux, vers cette vulnérabilité qu'elle avait entrevue dans son regard. Quand cela était-il arrivé? Quand son intérêt clinique pour sa condition s'était-il mué en quelque chose qui faisait battre son cœur à sa proximité? Dans son bureau privé, Aloysius l'observait via le retour vidéo, ses mains tremblantes tenant un nouveau message de ses médecins. La fenêtre de traitement se refermait rapidement. Bientôt, les dommages seraient irréversibles. Mais comment lui dire la vérité maintenant, alors qu'elle le regardait avec une inquiétude si sincère, une affection grandissante? Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une photo prise lors du gala de charité de la semaine passée. Kathleen riait à une remarque qu'il avait faite,
sa main posée naturellement sur son épaule. Son visage s'illuminait d'une émotion qu'aucun contrat ne pouvait dicter. Il traça le contour de son sourire du bout du doigt, se remémorant ce que cela faisait de la faire rire, de voir son esprit brillant à l'œuvre, de la regarder évoluer dans son monde tout en restant totalement, authentiquement elle-même. Ce milliard de dollars avait été destiné à tester son caractère, mais en chemin, c'est elle qui avait commencé à tester le sien. Chaque session de recherche tardive, chaque tentative sincère pour l'aider à guérir. Chaque moment de connexion honnête ébréchait les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. L'aube se levait sur Manhattan lorsque Kathleen quitta enfin la bibliothèque, son carnet noirci de nouvelles théories et de questions. En passant devant le bureau d'Aloysius, elle vit de la lumière sous la porte mais ne frappa pas. Certaines distances ne pouvaient être franchies que lorsque les deux parties étaient prêtes à se retrouver à mi-chemin. Ce qu'elle ignorait, c'est que de l'autre côté de cette porte, Aloysius Kenzo prenait une décision qui allait tout changer. Car parfois, les vérités les plus dures à affronter ne sont pas celles que l'on cache aux autres, mais celles que l'on se cache à soi-même. Et la vérité qu'il ne pouvait plus nier était celle-ci, quelque part entre les contrats et les conditions, entre ses tests et la nature guérisseuse de la jeune femme, entre ses peurs à lui et la force inébranlable d'elle, il avait commis la seule erreur qu'il avait juré d'éviter. Il était tombé amoureux de sa femme. Chapitre 6, la trahison. La levée de fonds pour l'oncologie pédiatrique avait transformé le jardin sur le toit de l'hôpital en un pays des merveilles féeriques. Des guirlandes lumineuses scintillaient contre la ligne d'horizon de Manhattan tandis que les jeunes patients, temporairement libérés de leur lit d'hôpital, dansaient et jouaient parmi les fleurs. Au centre de tout cela, Kathleen regardait Maya démontrer le retour de ses forces en tentant une petite pirouette de ballet. Doucement, mon cœur, avertit Kathleen, ses instincts de médecin toujours en éveil. Pourtant, ses yeux ne cessaient de dériver vers Aloysius dans son fauteuil roulant, entouré de parents admiratifs. Il annonçait une nouvelle subvention de recherche, sa voix portant ce mélange parfait d'autorité de chef d'entreprise et de chaleur personnelle qu'elle avait appris à aimer. Aimer. Cette réalisation la surprenait encore parfois. Dr Brenda Kenzo. L'interpella Maya, brisant ses pensées. Regarde ce que Monsieur Kenzo m'a donné. Elle montra fièrement un délicat bracelet en argent orné d'une licorne. Il a dit que c'est pour avoir été courageuse pendant les traitements. Kathleen sourit, bien que quelque chose la tourmentât à la lisière de sa conscience. La façon dont Aloysius avait manœuvré son fauteuil à travers les allées du jardin semblait différente ce soir, plus contrôlée que d'habitude. Elle chassa cette pensée, l'attribuant à son analyse médicale constante de son état. Plus tard dans la soirée, assise dans la bibliothèque médicale de l'hôpital, entourée de documents de recherche et d'études de cas, elle réalisait qu'après 6 mois d'études intensives sur les paralysies progressives, quelque chose ne collait toujours pas. Les tremblements de ses mains suivaient un schéma qu'elle avait déjà vu, mais pas dans les cas de paralysie. Encore au travail? La voix de Victoria la fit sursauter. Il est presque minuit. Kathleen désigna ses notes. Quelque chose dans ses schémas neurologiques. Ils sont plus cohérents avec. Elle s'interrompit, remarquant la tension inhabituelle de Victoria. Qu'y a-t-il? Il ne voudrait pas que je vous dise cela, dit Victoria avec précaution, mais il existe un nouveau traitement expérimental. Un traitement qu'il refuse. Quoi? Kathleen se redressa. Pourquoi personne ne me l'a dit? Je suis sa femme, son mandataire médical. L'êtes-vous? La question de Victoria resta suspendue dans l'air comme une fumée. Êtes-vous vraiment sa femme, Kathleen? Ou êtes-vous le dernier sujet d'une expérience? Les mots la frappèrent comme des coups physiques. De quoi parlez-vous? Victoria posa un épais dossier sur le bureau. Parce que je respecte ce que vous avez apporté à sa vie, je vous donne une chance de découvrir la vérité par vous-même. Après cela, ce que vous en ferez sera votre choix. De nouveau seule, Kathleen ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance s'étalant sur plusieurs années. Elle travaillant à l'hôpital. Elle faisant du bénévolat dans des cliniques gratuites. Elle lisant pour des patients. Et des notes datées, de l'écriture distinctive d'Aloysius. Le sujet fait preuve de normes éthiques exceptionnelles sous pression financière. Continue de prioriser les soins aux patients sur le gain personnel. Candidate potentielle pour le projet d'évaluation de caractère. Le monde bascula sur son axe alors que des années d'observation et des mois de mariage commençaient à se réaligner en un nouveau motif terrifiant. Mais ce furent les rapports médicaux qui finirent de briser sa réalité.
Des évaluations neurologiques détaillées montrant une condition curable. Pas la paralysie progressive dont on lui avait parlé. Le fauteuil roulant était un accessoire. Un test. Un moyen d'observer ses réactions. Elle ne se souvenait pas avoir quitté la bibliothèque. Ne se souvenait pas du trajet en ascenseur jusqu'aux Pentouzes. Mais elle n'oublierait jamais le moment où elle fit irruption chez eux et le trouva debout près des fenêtres. Kathleen. Il se retourna. Le choc s'inscrivit sur son visage. Puis la résignation lorsqu'il vit le dossier dans ses mains. Je peux expliquer. Expliquer. Sa voix était d'un calme effrayant. Explique comment tu m'as regardé passer des nuits à chercher des traitements. Comment tu m'as laissé m'inquiéter. Me laisser m'attacher. Me laisser tomber amoureuse d'un mensonge. Elle se dirigea vers leur chambre, ouvrant violemment les tiroirs où elle gardait ses journaux médicaux. 6 mois de notes, de théories, de plans de traitement. Tout cela basé sur une tromperie. Sais-tu combien de spécialistes j'ai consultés? Les papiers volèrent alors qu'elle sortait les dossiers. Combien de nuits j'ai passé à analyser tes symptômes? À essayer de trouver quelque chose, n'importe quoi pour t'aider. Un rire amer lui échappa. Et pendant tout ce temps, tu faisais quoi? Tu prenais des notes sur mes réactions? Tu notais ma performance dans ta petite expérience sociale tordue? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Elle pivota pour lui faire face. Parce que de là où je suis, on dirait que le grand Aloysius Kenzo avait besoin de s'assurer que son investissement d'1 milliard de dollars ne serait pas gâché sur quelqu'un qui pourrait réellement se soucier de lui. Au lieu de l'argent, j'avais besoin de savoir si tu étais réel. Ces cris les surprirent tous les deux. Dans mon monde, tout le monde veut quelque chose. Chaque sourire cache un agenda. Chaque mot gentil a un prix. Alors tu as créé cette machination complexe, cette performance de vulnérabilité pour tester mon caractère. Elle fit un geste vers le fauteuil roulant, inutilisé dans le coin. As-tu pris plaisir à me voir m'inquiéter pour toi? As-tu noté combien d'heures je passais à la bibliothèque? As-tu enregistré mes réactions quand je pensais que ton état s'aggravait? Sa voix se brisa sur le dernier mot, et soudain, elle sanglotait. Des pleurs profonds, déchirants, venant d'un lieu de trahison absolue. Il s'avança pour la réconforter mais elle recula. Ne me touche pas. N'ose pas me toucher avec des mains qui pouvaient fonctionner tout ce temps alors que je restais éveillé la nuit à essayer de comprendre pourquoi elle tremblait. Le bracelet de Maya accrocha la lumière sur son bureau et une nouvelle douleur fleurit. Les enfants, murmura-t-elle. Tu les as laissés croire. Tu les as laissés te voir comme quelqu'un partageant leur lutte. Ils m'ont aidé à comprendre. Comprendre quoi? Comment manipuler l'empathie des gens? Comment transformer une inquiétude sincère en point de données pour ton étude de caractère? Elle se dirigea vers les fenêtres, s'entourant de ses bras. Derrière elle, elle l'entendit faire un pas, puis s'arrêter. Les tremblements sont réels, dit-il doucement. La condition neurologique, le besoin de traitement, tout ça est vrai. Mais traitable. Elle se retourna vers lui, la fureur remplaçant les larmes. Tout ce temps, il y avait un traitement disponible et tu as choisi de le refuser. Sais-tu ce que cela me fait en tant que médecin? De savoir que tu as volontairement laissé une condition s'aggraver pendant que je cherchais désespérément des moyens de t'aider? Elle marcha jusqu'à leur photo de mariage sur le manteau de la cheminée. Ils avaient l'air si heureux, si vrais. Y avait-il une part de vérité là-dedans? Un seul moment? Mes sentiments pour toi sont quoi? Des données dans une expérience? Des résultats dans ton étude de la nature humaine? Elle posa la photo face contre terre. Je suis médecin, Aloysius. J'ai prêté serment de ne pas nuire, mais en ce moment, en te regardant là, tout ce que je veux, c'est te faire aussi mal que tu m'as fait mal. Se dirigeant vers le buffet, elle en sortit leur contrat de mariage. Considère-le comme nul et non avenu. Tu l'as conclu sous de faux prétextes. Elle le déchira en deux, le son fut net dans la pièce silencieuse. Garde ton milliard de dollars. Je préfère être pauvre que d'être ton rat de laboratoire un instant de plus. Kathleen, s'il te plaît. Ne me suis pas. N'envoie pas Victoria avec des explications. N'essaie pas de négocier ou de manipuler pour t'en sortir. Elle saisit sa sacoche médicale, la seule chose dans cette cage dorée qui était restée vraie. Tu voulais tester mon caractère. Félicitations. Tu as réussi.
J'ai échoué à ton test en faisant la seule chose que tu n'avais jamais prévue. Je suis réellement tombée amoureuse de toi. La porte se referma derrière elle avec un clic discret qui fit, d'une certaine manière, plus mal qu'un claquement. Dans le couloir, elle l'entendit appeler son nom, entendit le désespoir dans sa voix. Mais elle continua de marcher. Car parfois, les plus grandes trahisons ne sont pas les mensonges qu'on nous raconte, mais les vérités qu'on ne nous confie jamais. Derrière elle, dans leur foyer brisé, Aloysius Kenzo se tenait au milieu des décombres de son plan parfait. En essayant de se protéger de la tromperie, il était devenu pire. Quelqu'un qui manipulerait l'amour véritable pour en faire une expérience sociale. Et alors que l'aube commençait à peindre Manhattan de nuances dorées, deux personnes qui avaient trouvé l'amour vrai au milieu d'un mensonge élaboré faisaient face à la vérité la plus dure de toutes. Que parfois, les choses que nous faisons pour nous protéger de la douleur finissent par causer les blessures les plus profondes. Chapitre 7, La tempête. Manhattan disparut sous des rideaux d'une pluie implacable. La pire tempête depuis des décennies transformait la ville en un désert gris de vents hurlants et de tonnerres fracassants. Du 87e étage de Kenzo Industries, Aloysius se tenait debout, sans fauteuil roulant désormais, regardant les éclairs fendre le ciel. Chaque flash illuminait un visage qu'il n'avait pas rasé depuis des jours. Le bureau derrière lui était en ruine. Des tablettes brisées affichaient les gros titres du matin. Scandale du mariage Kenzo, la supercherie du fauteuil roulant du milliardaire exposé. Une infirmière quitte un mariage à $1 milliard. Wall Street questionne la stabilité de Kenzo alors que les actions s'effondrent. Mais c'étaient les petits titres enterrés dans les journaux locaux qui le hantaient vraiment. Les patients en oncologie pédiatrique regrettent leur docteur Ange. La faiseuse de miracles de Mount Sinai retourne à ses racines de Brooklyn. Une infirmière locale choisit l'éthique plutôt que l'empire. Victoria le trouva là, portant encore ses vêtements de la veille. Ses cheveux argentés en désordre, ses mains tremblant pire que jamais. Le bureau ressemblait à une zone de guerre. Des papiers éparpillés sur le marbre italien. Une carafe en cristal brisé laissant fuir un vieux scotch sur le tapis importé. Et dans le coin, le fauteuil roulant gisait renversé comme un ennemi vaincu. Le conseil exige une réunion d'urgence, dit Victoria, son calme habituel mis à l'épreuve. L'action a chuté de 15%. Nos partenaires de recherche médicale menacent de se retirer. Laissez-les faire. Sa voix était rauque par manque d'usage. Tout cela n'a plus aucun sens maintenant. Monsieur. Elle est à Mount Sinai, l'interrompit-il. Elle fait des doubles gardes en oncologie pédiatrique. Elle dort dans la salle de repos des médecins. Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi les flux de sécurité fonctionnent encore? Victoria se dirigea vers le mur d'écran, chacun montrant différents angles de l'hôpital. Sur un écran, Kathleen effectuait sa tournée. Sa blouse blanche comme un phare dans les couloirs stériles. Même à travers l'image granuleuse, son épuisement était évident. Vous devez arrêter de la regarder, dit doucement Victoria. Je ne peux pas. Un autre éclair illumina son visage hagard. Savez-vous ce qu'elle fait? Elle prend des gardes supplémentaires avec les cas terminaux. Ceux que les autres médecins évitent parce qu'ils sont trop douloureux, trop désespérés. Elle s'assoit avec eux, leur tient la main, se bat pour eux, jusqu'à la toute fin. Comme elle s'est battue pour vous? Les mots le frappèrent de plein fouet. Il se tourna vers la fenêtre, mais son reflet le trahit. Montrant non pas le PDG puissant, mais un homme brisé, détruit par ses propres machinations. Un doux bourdonnement les fit tous deux se retourner. Maya était assise dans l'embrasure de la porte dans un fauteuil roulant pour enfants, serrant sa licorne, sa mère planant anxieusement derrière elle. « Je suis désolée, balbutia sa mère. Elle a insisté pour venir. Elle réclame les deux depuis. Depuis. Monsieur Kenzo? La voix de Maya était petite, mais déterminée. Pourquoi êtes-vous debout? La question simple, posée avec une franchise enfantine, fit voler en éclats ce qui restait de son masque corporatif. Il tomba à genoux devant son fauteuil, indifférent à son costume à $1000 sur le tapis taché de scotch. Parce que j'ai menti, ma chérie. Sa voix se brisa. J'ai fait semblant d'avoir besoin d'un fauteuil alors que ce n'était pas le cas. Maya réfléchit à cela, serrant sa licorne plus fort. Mais vos mains tremblent toujours, comme quand vous m'avez aidé avec mon projet d'art. Oui. Il leva ses mains tremblantes. Cette partie est réelle. Je suis malade, mais pas de la façon dont je l'ai prétendu. Pourquoi avoir fait semblant?
La question que tout le monde avait posée. Les journalistes, les membres du conseil, les actionnaires. Mais venant des lèvres innocentes de Maya, elle exigeait une vérité absolue. Parce que j'avais peur, chuchota Théil. Comme tu as peur avant les traitements, mais au lieu d'être courageux comme toi, je me suis caché derrière des mensonges. Maya s'approcha, le visage sérieux. Quand j'ai peur, le docteur Brenda Kenzo me tient la main et me dit la vérité. Même quand la vérité est super effrayante, elle dit que les gens courageux ne se cachent pas des choses effrayantes. Ils les affrontent ensemble. La foudre frappa de nouveau, et le tonnerre secoua les fondations de l'immeuble. Sur les moniteurs de sécurité, Kathleen lisait pour un jeune patient, sa main libre tenant les doigts tremblants d'une mère. Elle me manque, continua Maya. Elle avait promis d'être là pour mon prochain traitement, mais elle a envoyé un autre médecin à la place. La nouvelle doctoresse est gentille, mais ce n'est pas Kathleen. Aloysius termina doucement la phrase. Maman dit que quand on blesse les sentiments de quelqu'un, on doit dire pardon et arranger les choses. La sagesse de Maya, distillée dans la simplicité de l'enfance, tranchait à travers des mois de stratégie d'entreprise et de manipulation sociale. Parfois, pardon ne suffit pas, ma douce. Alors vous devez essayer plus fort. La conviction de Maya était absolue. Quand j'ai voulu abandonner les traitements, le docteur Brenda Kenzo ne m'a jamais abandonné. Même quand les autres docteurs disaient que c'était trop dur, elle disait que parfois les choses les plus dures sont les plus importantes. Victoria regarda avec stupeur les larmes commencer à couler sur le visage de son employeur. Pas les larmes diplomatiques des funérailles d'entreprise ou les démonstrations d'émotion calculées pour les conférences de presse. C'étaient des sanglots bruts, douloureux, qui semblaient venir de quelque part de profond et blessé. Maya tendit la main depuis son fauteuil et le serra dans ses bras. C'est normal d'avoir peur, monsieur Kenzo. Mais ce n'est pas bien de se cacher. Se cacher fait grandir les choses effrayantes dans le noir. À travers ses larmes, Aloysius lui rendit son étreinte, faisant attention aux pores intraveineux visibles sur son bras. Quand es-tu devenue si sage, Miss Maya? Le docteur Brenda Kenzo m'a appris. Elle dit que la sagesse, c'est juste de l'amour avec du temps. Maya se recula, le fixant d'un regard sérieux. Est-ce que vous l'aimez? La question, si simple, si directe, si inévitable, resta suspendue dans le bureau assombri par la pluie. Victoria retint son souffle, regardant le visage de son employeur, peut-être l'entretien le plus important de sa vie. Oui, murmura-t-il, la voix écorchée par la vérité. Plus que tous les immeubles, les entreprises et l'argent du monde. Alors vous devez le lui montrer, dit fermement Maya. Pas avec des cadeaux ou des fêtes ou des machines de docteurs sophistiqués, mais avec la vérité effrayante. C'est ce qu'elle a fait pour moi. Quand j'étais vraiment malade, elle n'a jamais prétendu que ce n'était pas effrayant. Elle m'a juste tenu la main et l'a affronté avec moi. Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte, s'excusant pour l'escapade de Maya. Alors qu'elle se préparait à partir, Maya se retourna une dernière fois. Monsieur Kenzo? La partie la plus effrayante d'être malade n'était pas la douleur. C'était d'être seul. Peut-être que le docteur Brenda Kenzo est seul et a peur aussi. Peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un pour lui tenir la main et affronter la vérité effrayante avec elle. Après leur départ, Aloysius resta agenouillé sur le sol, les larmes séchant sur son visage. Victoria s'approcha prudemment. Vos mains, dit-elle doucement, les tremblements empirent. Il baissa les yeux vers ses mains tremblantes, la manifestation physique de ses vraies peurs, sa vraie vulnérabilité. Appelez l'équipe médicale, dit-il finalement. Planifiez le traitement. Monsieur, Maya a raison, il est temps d'arrêter de se cacher. Il lutta pour se remettre debout, vacillant légèrement. Mais d'abord, j'ai besoin que vous fassiez autre chose. Quelque chose de plus important que n'importe quelle affaire que nous ayons jamais traitée. N'importe quoi. Trouvez-moi tout ce que nous avons sur les traitements expérimentaux pour le neuroblastome. Chaque essai, chaque étude, chaque possibilité. Les derniers scanners de Maya montraient une progression, n'est-ce pas? Victoria hocha la tête, la compréhension se faisant jour. Vous voulez la sauver? Non. Il se dirigea vers son bureau, appuyant sur l'interphone. Je veux donner à Kathleen les outils pour la sauver. Parce que c'est ça, l'amour véritable. Pas de grands gestes ou des tests élaborés, mais soutenir la mission de quelqu'un d'autre pour aider autrui. Comme en réponse, le tonnerre secoua de nouveau le bâtiment.
Mais pour la première fois en 3 jours, quelque chose changea dans le regard d'Aloysius Kenzo. Une étincelle du brillant stratège qu'il avait été autrefois, mais tempérée maintenant par quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. La tempête faisait rage. Mais quelque part derrière les nuages, l'aube se levait. Et avec elle venait la réalisation que parfois, les plus grandes tempêtes ne sont pas celles qui font rage à l'extérieur, mais celles qui nous forcent à affronter la vérité sur nous-mêmes. Dans le service pédiatrique de Mount Sinai, Kathleen était assise au chevet d'un autre jeune patient, ignorant que son monde était sur le point de basculer à nouveau. Mais cette fois, le changement ne viendrait pas de tromperies élaborées ou de plans minutieux. Il viendrait de la simple et effrayante vérité d'un homme, enfin assez courageux pour se tenir devant elle sans prétention, sans protection, sans rien d'autre que ses mains tremblantes et son cœur ouvert. Parce que parfois, les tempêtes les plus dures nous mènent aux vérités les plus importantes. Si nous sommes assez courageux pour les affronter sans nous cacher. Chapitre 8, Rédemption. L'établissement médical privé de Kenzo Industries était conçu pour ressembler davantage à un hôtel de luxe qu'à un hôpital. Mais pour Kathleen, chaque surface étincelante ne faisait que refléter sa douleur. Elle n'avait pas prévu de revenir ici, pas après la révélation qui avait brisé son monde une semaine plus tôt. Mais la mère de Maya avait appelé en pleurs. Sa fille réclamait à la fois le docteur Brenda Kenzo et Monsieur Kenzo avant son nouveau traitement expérimental. « Vous n'êtes pas obligé de monter là-haut », dit doucement Victoria en la retrouvant dans le hall. « Il est en traitement en ce moment même. » La première session a commencé il y a 1 heure. Les instincts médicaux de Kathleen s'enflammèrent malgré elle. La thérapie de régénération neurale? Victoria hocha la tête. Il a attendu que Maya soit installée dans son nouveau programme de traitement avant de commencer le sien. Il ne voulait pas que vous le sachiez. Victoria hésita. Mais il a autorisé un accès complet à tous les traitements expérimentaux en développement. Ce développement n'était pas seulement pour Maya, mais pour tous ses patients en pédiatrie. Le conseil d'administration a failli avoir une attaque collective en voyant l'allocation budgétaire. Kathleen absorba cette information, le cœur serré. C'était exactement le genre de geste qui le rendait si dangereux, utiliser son pouvoir et ses ressources non pas pour l'impressionner, elle, mais pour soutenir la cause qui lui tenait le plus à cœur. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage de pédiatrie se fit en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Kathleen entendit la voix de Maya flotter dans le couloir. « Mais tu avais promis que vous seriez là tous les deux. » Suivant le son, Kathleen se figea sur le seuil de la porte. Aloysius était déjà là, non pas dans son fauteuil roulant, mais installé dans un fauteuil de traitement similaire à celui de Maya. Une ligne intraveineuse lui administrait son propre médicament. Il semblait pâle, ses cheveux argentés humides de sueur. Mais il était entièrement concentré sur l'enfant à côté de lui. « Tu vois, disait-il. Nous sommes des copains de traitement maintenant. Tous les deux à nous battre pour aller mieux, ensemble. » Le visage de Maya s'illumina à cette idée, puis s'assombrit légèrement. Mais le docteur Brenda Kenzo. Il a raison, dit doucement Kathleen en entrant dans la pièce. Le regard qu'Aloysius lui lança lui coupa le souffle. Espoir, peur et désir se mêlaient à la douleur physique contre laquelle il luttait visiblement. Mais il ne parla pas, n'essaya ni de se défendre ni d'expliquer. Au lieu de cela, il se tourna vers Maya. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, ma puce? D'avoir le courage d'affronter la vérité ?» Maya hocha solennellement la tête. « Même quand ça fait peur. » « Eh bien, j'essaie d'être courageux maintenant. Plus question de se cacher dans des fauteuils roulants. Plus question de faire semblant de ne pas avoir peur. » Ses mains tremblaient violemment, et l'œil professionnel de Kathleen nota la progression de ses symptômes. Le médicament fait mal, mais ce n'est pas grave. Parfois, la guérison doit d'abord faire mal. Kathleen s'approcha pour vérifier la perfusion de Maya, hyper consciente qu'Aloysius l'observait. De près, elle pouvait voir les ravages de la semaine passée sur lui, la perte de poids, les cernes sombres sous ses yeux, les tremblements affectant désormais ses 2 mains. « Tes chiffres sont bons, Maya, dit-elle en examinant les graphiques. Le nouveau traitement semble fonctionner. Monsieur Kenzo a dit que c'était un médicament magique, confia Maya, venant de ses laboratoires de recherche spéciaux. Mais il a dit que c'était vous la vraie magie, parce que vous n'abandonnez jamais l'idée d'aider les gens à guérir. » Les larmes piquèrent les yeux de Kathleen. « Maya, ma chérie, pourrais-tu fermer les yeux un instant? Essaie de te reposer pendant que le médicament agit. » Une fois Maya sombrée dans un sommeil léger, Kathleen se tourna enfin vers Aloysius.
Vous auriez dû me dire que vous commenciez le traitement aujourd'hui. Serais-tu venu? La question honnête resta suspendue entre eux. En tant que votre médecin. Oui. En tant que votre femme. Elle laissa sa phrase en suspens. Je ne te demande d'être ni l'une ni l'autre pour l'instant, dit-il doucement. J'avais besoin que tu vois. Voir quoi? Que vous avez enfin décidé d'accepter le traitement? Que vous utilisez ma patiente comme un accessoire dans votre histoire de rédemption? Non. Il grimaça sous le coup d'un tremblement. Voir que j'affronte enfin mes peurs au lieu de les fuir. Toutes mes peurs. La formation professionnelle de Kathleen entrait en guerre avec sa douleur personnelle alors qu'elle le regardait lutter. Finalement, elle s'avança, ajustant sa ligne 4 avec une aisance habituelle. Votre débit est trop élevé. C'est pour ça que ça brûle. Sa main attrapa la sienne pendant qu'elle travaillait, et le contact envoya une décharge électrique à travers eux deux. Tu me manques, chuchota Théil. Pas l'infirmière. Pas l'épouse de la haute société. Juste toi. La femme qui lit des revues médicales à 3 heures du matin, qui se bat avec les compagnies d'assurance pour ses patients et qui dénonce mon double langage d'entreprise. Elle retira sa main. Vous regrettez une version de moi qui réagissait à un mensonge. Non. Sa voix était plus forte maintenant. Je suis tombé amoureux de la vraie toi. Le mensonge était le mien, et j'ai fini de me cacher derrière. Il fit un geste vers son installation de traitement. C'est moi, Kathleen. Effrayé de perdre le contrôle, effrayé d'être vulnérable, effrayé d'avoir besoin de quelqu'un. Le fauteuil roulant n'était qu'une manifestation physique de tous les murs que j'ai construits. Avant qu'elle ne puisse répondre, son corps fut saisi par un autre tremblement, pire que le précédent. Sans réfléchir, Kathleen s'avança pour le soutenir, ses instincts de médecin prenant le dessus. Respirez à travers la douleur, ordonna-t-elle, une main dans son dos. Le traitement déclenche des réponses neurologiques avant de commencer à les guérir. C'est pour ça que vous l'évitiez, n'est-ce pas? Pas juste l'inconfort physique, mais la perte de contrôle. Il hocha la tête, s'appuyant contre son contact malgré lui. J'ai bâti un empire sur le contrôle. Chaque variable gérée, chaque résultat prédit. Puis tu es arrivé avec ta compassion débridée et ton intégrité absolue. Et soudain, vous n'étiez plus aux commandes, termina-t-elle doucement. Je pensais que je te testais, admit-il. Mais c'est toi qui révélais des vérités sur moi. Chaque fois que tu restais tard pour faire des recherches sur mon état, chaque fois que tu te battais pour les soins d'un patient, chaque fois que tu voyais à travers mon armure d'entreprise pour apercevoir l'homme effrayé en dessous. Maya remua dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos de licorne. Ils se tournèrent tous deux pour la regarder. Cette enfant courageuse menant des batailles qu'aucun enfant ne devrait affronter. Elle m'a dit quelque chose la semaine dernière, poursuivit Aloysius calmement. Que la partie la plus effrayante de la maladie n'était pas la douleur. C'était d'être seul. Sa voix se brisa légèrement. J'ai été seul pendant si longtemps, Kathleen. Entouré de gens, mais seul. Jusqu'à toi. Kathleen sentit des larmes glisser sur ses joues. Vous m'avez repoussé avec des mensonges. Je sais. Il chercha de nouveau sa main, et cette fois, elle ne se retira pas, mais je te demande de me regarder apprendre à être honnête. Pas seulement à propos du fauteuil, mais à propos de tout. Mes peurs, mes sentiments, mon besoin de toi. Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte, puis battit tactueusement en retraite. Ils étaient seuls, à l'exception de la respiration paisible de Maya. Je ne peux pas vous faire confiance, chuchota Kathleen. Pas encore. Je le sais aussi. Son pouce traçait des motifs dans sa paume. Alors ne crois pas mes paroles. Crois en mes actions. Regarde-moi affronter ce traitement que j'ai évité. Regarde-moi soutenir les soins de ta patiente sans l'utiliser pour te manipuler. Regarde-moi apprendre à tenir debout par moi-même, littéralement et figurativement, avant que j'ose te demander de te tenir à nouveau à mes côtés. Un autre tremblement le frappa, et elle le stabilisa instinctivement. Pendant un moment, il n'était qu'un médecin et un patient, un guérisseur et quelqu'un ayant besoin d'être guéri. Votre prochain traitement est jeudi, dit-elle finalement. À 15 heures. Oui. Je serai là. Elle recula, reprenant sa distance professionnelle. En tant que votre médecin, rien de plus.
L'espoir qui s'était allumé dans ses yeux fut rapidement tempéré par la compréhension. Merci. Kathleen fit mine de partir, puis s'arrêta à la porte. Aloysius? Le financement de la recherche pour le traitement de Maya. Merci. Ce n'est pas une manipulation, dit-il rapidement. Ce n'est même pas vraiment à propos de toi. Elle m'a aidé à voir certaines vérités difficiles. C'est ma façon de la remercier. Pour la première fois de la semaine, Kathleen sentit l'ombre d'un sourire toucher ses lèvres. Peut-être que vous apprenez, finalement. Alors qu'elle s'éloignait, Aloysius la regarda partir, le cœur plus léger malgré la douleur qui parcourait son corps. Car pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa tromperie, elle l'avait appelé par son prénom au lieu de Monsieur Kenzo. Ce n'était pas le pardon, ce n'était même pas la confiance, mais c'était une fissure dans le mur entre eux, une petite ouverture où la vérité pourrait commencer à germer. Maya remua encore, clignant des yeux pour se réveiller. Le docteur Brenda Kenzo est parti? Oui, ma puce. Mais elle reviendra. Promis? Aloysius pensa à toutes les promesses qu'il avait brisées, toute la confiance qu'il avait fracassée avec ses tromperies élaborées. Je ne peux pas promettre à sa place, dit-il honnêtement, mais je peux promettre de continuer à travailler pour mériter qu'elle revienne. Maya sembla accepter cela. Ma maman dit que le meilleur genre d'amour est celui qui te donne envie d'être meilleur. Ta maman est très sage. Le docteur Brenda Kenzo aussi, dit Maya d'une voix ensommeillée. Elle donne envie à tout le monde d'être meilleur. Alors que l'enfant s'endormait à nouveau, Aloysius sentit le médicament brûler dans ses veines, combattant les dommages que sa peur avait laissé progresser. Mais pour la première fois, il accueillit la douleur, car parfois la guérison devait d'abord faire mal, et parfois les traitements les plus difficiles n'étaient pas ceux qui réparaient le corps, mais ceux qui vous forçaient à reconstruire votre âme. Chapitre 9, Vérité et guérison. La bibliothèque de Kenzo Industries semblait différente sous la pluie. Kathleen se tenait dans l'embrasure de la porte, les souvenirs la submergeant, les nuits tardives à rechercher des traitements, les conversations tranquilles autour d'un café, la transition graduelle d'un arrangement commercial à quelque chose de plus profond. Maintenant, 3 semaines après le début du traitement d'Aloysius, elle le trouvait là de nouveau, entouré de papiers, mais ne faisant plus semblant. Il se tenait près des fenêtres, une main appuyée contre la vitre pour se soutenir, regardant les éclairs fendre le ciel de Manhattan. Les tremblements étaient moins violents maintenant, bien que toujours visibles. Le traitement fonctionnait, lentement mais sûrement, tout comme celui de Maya. Vous devriez vous reposer, dit Kathleen, annonçant sa présence. La thérapie de régénération neuronale est éprouvante. Aloysius se retourna, et la vulnérabilité dans ses yeux la prit au dépourvu. Pas de masque corporatif, pas de performance soignée, juste un homme face à ses démons. J'ai trouvé quelque chose, dit-il doucement. Quelque chose que je dois te montrer. Il la conduisit à son bureau où un journal en cuir familier gisait ouvert. Kathleen le reconnut, son carnet de recherche, celui qu'elle lui avait jeté le soir où elle avait découvert sa tromperie. Mais à côté se trouvait un autre journal, plus vieux et usé. J'ai commencé ceci il y a 5 ans, expliqua-t-il en touchant le vieux journal, quand je t'ai vu pour la première fois à Mount Sinai. Le souffle de Kathleen se coupa. Quoi? J'étais là pour une réunion du conseil. En passant devant l'oncologie pédiatrique, j'ai entendu des rires, de vrais rires, dans un endroit habituellement rempli de peur. Il y avait un petit garçon qui venait de recevoir de terribles nouvelles, et toi. Sa voix s'adoucit au souvenir. Tu étais assise sur son lit, utilisant des marionnettes pour expliquer son traitement. Tu faisais passer la chimiothérapie pour une mission de super-héros. Il ouvrit le journal, révélant des pages de notes, d'observations, de coupures de journaux. Je t'ai regardé transformer la médecine en magie, la peur en espoir. Je t'ai vu te battre contre les compagnies d'assurance, faire des doubles gardes, passer tes pauses déjeuner à lire pour les patients. Je t'ai vu changer des vies pendant que tout le monde courait après les promotions. Les mains de Kathleen tremblèrent en tournant les pages. Vous me harceliez? J'étudiais l'espoir, corrigea-t-il doucement. Dans mon monde de rachat d'entreprises et de marges bénéficiaires, j'avais oublié que cela existait. Puis je t'ai vu, cette femme brillante et compatissante qui croyait en la guérison plus qu'en la richesse, aux gens plus qu'au pouvoir. Alors vous avez décidé de me tester, pour voir si je pouvais être corrompu? Non. Il lutta visiblement avec les mots suivants. J'ai décidé de me tester moi-même, pour voir si je pouvais être sauvé. L'aveu resta suspendu dans le silence étouffé par la pluie.
Kathleen s'effondra dans un fauteuil, essayant de traiter cette nouvelle révélation. Les tremblements ont commencé il y a 4 ans, poursuivit-il. Les médecins ont dit que c'était le stress, une détérioration neurologique due à des années à pousser trop fort, à se soucier trop peu. Ils ont recommandé un traitement, mais j'avais peur. Pas de la douleur, mais de paraître faible. Dans mon monde, la faiblesse est exploitée. Alors vous avez créé une faiblesse plus grande comme camouflage, réalisa Kathleen. Le fauteuil roulant m'a donné une excuse pour t'approcher, pour voir si ta compassion était réelle. Oui, mais plus que cela, pour voir si je pouvais l'apprendre. Apprendre à me soucier de quelque chose de plus que le pouvoir et le contrôle. Un éclair illumina ses cheveux argentés. Je t'ai observé avec tes patients. Comment tu étais forte pour eux, mais sans jamais prétendre que leur douleur ne comptait pas. Comment tu affrontais les moments les plus sombres avec grâce, sans jamais nier l'existence des ténèbres. J'ai pensé que si quelqu'un pouvait m'apprendre à être humain à nouveau, ce serait toi. Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement dit cela? Parce que je ne le comprenais pas moi-même. Il se rapprocha, tout en gardant une distance respectueuse. J'ai construit ce plan élaboré pour tester ton caractère, mais en réalité, je me cachais du mien. Chaque fois que tu faisais des recherches sur les traitements, chaque fois que tu montrais une inquiétude sincère, chaque fois que tu faisais passer les autres avant toi, tu tenais un miroir dans lequel je n'étais pas prêt à regarder. Kathleen se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. Savez-vous à quoi cela ressemble? À plus de manipulation, à des histoires soigneusement fabriquées. Je sais. Il n'essaya pas d'arrêter son mouvement. C'est pour ça que je ne te demande pas de croire mes paroles. Regarde les dates dans le journal. Regarde les dossiers hospitaliers. Regarde les images de sécurité d'il y a 5 ans. Tout ce que je dis peut être vérifié. Elle s'arrêta à la fenêtre, regardant la pluie tracer des motifs sur le verre. Pourquoi me le dire maintenant? À cause de quelque chose que Maya a dit pendant le traitement hier. Elle a demandé pourquoi les adultes rendent tout si compliqué alors que la vérité est généralement simple. Sa voix se brisa légèrement. La vérité simple est que je suis tombé amoureux de ton âme bien avant de te rencontrer. J'ai créé ce plan élaboré parce que je ne me faisais pas confiance pour mériter quelqu'un comme toi. Et en essayant de prouver que j'étais digne de ton vrai moi, je suis devenu la chose même que je craignais. Quelqu'un qui manipule et trompe. Kathleen se tourna pour lui faire face, le regardant vraiment pour la première fois depuis des semaines. Le fier PDG avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus réel, de plus humain. Ses mains tremblaient, non pas à cause des tremblements neurologiques cette fois, mais de l'effort d'une honnêteté totale. Le traitement est douloureux, dit-elle soudainement. Il cligna des yeux devant cet apparent non-sens. Oui, mais tu le fais quand même. Oui. Pourquoi maintenant? Après avoir refusé pendant si longtemps. Sa réponse fut simple. Parce que tu m'as appris que la vraie force n'est pas de se cacher de la douleur, mais de l'affronter honnêtement. Chaque fois que tu t'es assise avec un enfant mourant, chaque fois que tu as annoncé des nouvelles difficiles aux parents, chaque fois que tu as choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables, tu m'as montré à quoi ressemble le vrai courage. Kathleen se dirigea vers le bureau, ramassant son propre carnet de recherche. J'ai rempli ceci de théories sur votre état, passé d'innombrables nuits à essayer de comprendre comment vous aider. Je sais. Je regardais sur les caméras de sécurité, me détestant un peu plus chaque fois que tu montrais une inquiétude sincère pour une maladie que je simulais. Mais les tremblements étaient réels. Oui, et ils empiraient parce que j'étais trop fier, trop effrayé pour affronter le traitement. Il fit un geste vers les journaux. J'ai tout documenté. Chaque mensonge, chaque vérité, chaque moment où je voulais avouer mais où je ne trouvais pas le courage. Tout est là, pas comme une justification, mais comme une preuve de ma propre lâcheté. Et de ton impact incroyable sur ma vie. La pluie tambourinait contre les fenêtres, remplissant le silence tandis que Kathleen absorbait ses mots. Finalement, elle parla. J'ai besoin de temps. Je sais. Et de preuves. Accès à tout, les images de sécurité, les dossiers médicaux, tout. C'est déjà arrangé. Victoria a préparé un accès complet à tous les fichiers, aucune restriction. Elle ramassa les 2 journaux. Je prends ça. Bien sûr. À la porte, elle s'arrêta. Aloysius? Oui. Votre prochain traitement. Ce que vous avez dit sur le fait d'affronter la douleur honnêtement.
Je le pensais. Alors affrontez-la avec moi. Pas en tant que votre femme, ni votre médecin, mais en tant que personne qui croit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la première étape vers la vraie guérison. Après son départ, Aloysius resta dans la bibliothèque, regardant la pluie nettoyer la ville. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message de la mère de Maya. Ces derniers scanners montraient une réduction de la tumeur. L'espoir, semblait-il, était contagieux. Et peut-être, juste peut-être, la vérité l'était aussi. Chapitre 10, le choix. La salle de conférence de presse de Kenzo Industries bourdonnait d'anticipation. Des journalistes de tous les grands réseaux se pressaient dans l'espace, caméra prête, attendant ce qui promettait d'être l'histoire de l'année. L'héritière de Kenzo Industries refuse un paiement d'1 milliard de dollars. Victoria se tenait au podium, déviant magistralement les questions tout en protégeant à la fois Aloysius et Kathleen. Mais le vrai drame se déroulait 30 étages plus haut, dans la suite exécutive privée où Kathleen était assise, entourée d'avocats, fixant le contrat qui avait tout déclenché. Madame Kenzo, commença l'un des avocats. Dr Brenda, corrigea-t-elle doucement. Elle avait repris son nom professionnel après avoir découvert la tromperie d'Aloysius. Dr Brenda, rectifia-t-il. Vous comprenez qu'en refusant le paiement contractuel, vous tournez le dos à 1 milliard de dollars, de l'argent qui est légalement le vôtre. Kathleen regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de Manhattan, se remémorant un autre jour dans ce bureau où un homme en fauteuil roulant lui avait proposé ce qui semblait être un simple arrangement commercial. Comme ils avaient été naïfs tous les deux. Le contrat est nul, dit-elle fermement. Il a été conclu sous de faux prétextes. En fait, intervint un autre avocat, l'équipe juridique de M. Kenzo a préparé une documentation montrant que son état médical, les tremblements, étaient authentiques, même si la paralysie ne l'était pas. Le contrat n'a jamais spécifiquement mentionné. Arrêtez. La voix de Kathleen trancha le jargon juridique. Il ne s'agit pas de technicité juridique. Il s'agit de vérité. La porte s'ouvrit et la mère de Maya entra, des larmes ruisselant sur son visage. Docteur Brenda. Le traitement. Les derniers scanners de Maya. Elle est en rémission. Oubliant les avocats, Kathleen se précipita pour étreindre la femme en pleurs. Par-dessus son épaule, elle aperçut Aloysius dans son bureau de l'autre côté du couloir. Il se tenait à sa fenêtre, une main pressée contre la vitre, observant la scène. Leurs yeux se croisèrent brièvement avant qu'ils ne se détournent, lui laissant l'intimité de ce moment. Plus tard, après le départ des parents en liesse et le retrait des avocats pour rédiger de nouveaux documents, Kathleen se retrouva seule dans la salle de conférence. Le contrat d'1 milliard de dollars gisait devant elle, son langage juridique semblant désormais absurdement inadéquat pour capturer la complexité de ce qui s'était passé entre elle et Aloysius. Victoria entra doucement, portant une pile de dossiers. Ça vient d'arriver du département de recherche. Les résultats des essais élargis en oncologie pédiatrique. Grâce à l'augmentation du financement, nous avons constaté une amélioration de 40% des taux de réponse. Kathleen feuilleta les rapports, son cœur de médecin s'envolant devant les chiffres. Des vies sauvées, des familles épargnées par le chagrin qu'elle voyait trop souvent dans son service. Il ne l'a pas fait pour vous manipuler, dit doucement Victoria. Il a signé le financement le lendemain de votre départ, puis s'est inscrit lui-même au traitement. Il a dit quelque chose à propos d'apprendre à affronter la douleur honnêtement. Je sais. Kathleen traça la ligne de signature du contrat. J'ai vu les images de sécurité, lu ses journaux, tout vérifié. Et je le comprends mieux maintenant. Pourquoi il a créé le test, pourquoi il a maintenu la tromperie. Elle sourit tristement. Nous ne sommes pas si différents, en réalité. Tous deux dévoués à la guérison, moi avec la médecine, lui avec l'argent. Tous deux effrayés d'être aimés pour les mauvaises raisons. Victoria posa un autre dossier sur la table, les derniers rapports médicaux d'Aloysius. Le traitement fonctionnait, les tremblements diminuaient, mais c'était clairement douloureux. Un fait qu'il n'essayait plus de cacher. Il est prévu pour un autre traitement cet après-midi, mentionna Victoria. Il ne prend plus d'anxiolytiques. Il dit qu'il a besoin de tout ressentir, de comprendre le coup de s'être caché de la vérité pendant si longtemps. Kathleen se leva, se dirigeant vers la fenêtre. En bas, les journalistes s'agglutinaient autour de l'entrée du bâtiment, affamés de l'histoire de l'infirmière qui avait refusé un pot de vin d'1 milliard de dollars. S'ils connaissaient la vraie histoire. Convoquez la conférence de presse, dit-elle soudainement.
Victoria leva brusquement la tête. Êtes-vous sûr? Oui. Mais pas à propos de l'argent. À propos du programme d'oncologie pédiatrique. À propos de la rémission de Maya. À propos de la vraie richesse qui ne se mesure pas en dollars. La compréhension s'éclaira dans les yeux de Victoria. Et le contrat. Kathleen prit un stylo, traçant une ligne ferme à travers la clause de paiement. Certaines choses valent plus que l'argent. La vérité, la confiance, la chance de guérir non seulement les corps mais les âmes. Alors que Victoria partait pour faire les arrangements, Kathleen jeta un nouveau coup d'œil au bureau d'Aloysius. Il était avec son équipe médicale maintenant, se préparant pour une autre session de traitement. Pas de fauteuil roulant, pas de faux semblants, pas de fuite devant la douleur de la guérison. Le choix, en fin de compte, était simple. Entrant dans la salle de conférence de presse, Kathleen fit face à la mère de caméra avec la même grâce qu'elle apportait à ses tournées hospitalières. Bonjour. Je suis le docteur Kathleen Brenda, et je suis ici pour parler de quelque chose de plus précieux qu'1 milliard de dollars. Je suis ici pour parler d'espoir. Tandis qu'elle parlait des programmes de traitement élargis, de la guérison de Maya, du pouvoir d'affronter la vérité quelle que soit sa difficulté, elle sentit quelque chose bouger dans son cœur. La colère et la blessure ne disparurent pas, mais elles se transformèrent en autre chose, compréhension, compassion, et peut-être, juste peut-être, le début du pardon. Parce que parfois, les choix les plus riches ne concernent pas ce que nous gagnons, mais ce que nous sommes prêts à laisser partir pour trouver quelque chose de vrai. Chapitre 11, la vraie valeur de l'amour. La veille de Noël transforma Brooklyn en un pays des merveilles de neige et de lumière. Le petit appartement de Kathleen, bien loin du Penthouse luxueux qu'elle avait quitté des mois auparavant, brillait chaleureusement contre le crépuscule grandissant. Elle venait de terminer un quart de travail exténuant à l'hôpital, mais son cœur était léger. Maya était rentrée chez elle ce matin-là, officiellement guérie du cancer, serrant sa licorne omniprésente et faisant promettre à tout le monde de venir à son récital de danse au printemps. On frappa à sa porte si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. Quand elle ouvrit, la vue lui coupa le souffle. Aloysius se tenait là, de la neige poudrant ses cheveux argentés, aucun fauteuil roulant en vue. Il semblait différent, plus mince peut-être, mais plus fort d'une manière qui n'avait rien à voir avec la santé physique. Dans une main tremblante, il tenait un petit paquet emballé, dans l'autre, un journal en cuir familier. « Vous êtes venu à pied, dit-elle, notant la neige sur son manteau. Depuis le métro. » Sa voix était douce, incertaine. « Le traitement fonctionne. Je peux gérer environ 10 pâtés de maison maintenant avant que les tremblements ne deviennent trop forts. Vous n'avez jamais pris le métro de votre vie. » Un petit sourire toucha ses lèvres. « J'apprends beaucoup de choses. » Elle aurait dû fermer la porte, aurait dû maintenir la distance prudente qu'elle avait construite depuis qu'elle avait quitté leur mariage. Au lieu de cela, elle se retrouva à reculer, le laissant entrer à l'abri du froid. Son appartement était modeste, mais chaleureux, rempli de manuels médicaux et de romans pour enfants, les outils de son métier pour guérir les corps et les esprits. Sur sa table basse gisaient les derniers documents de recherche du programme d'oncologie pédiatrique élargie de Kenzo Industries. La mère de Maya a envoyé ça, dit-elle en prenant une photo encadrée. Elle montrait Maya en costume de danse, rayonnante face à l'appareil, son lit d'hôpital n'étant plus qu'un lointain souvenir. Je sais. Aloysius toucha doucement le cadre. Elle doit se produire au Lincoln Center au printemps. J'ai réservé le théâtre entier pour son premier récital. Bien sûr que vous l'avez fait. Mais le ton de Kathleen ne contenait aucune amertume maintenant, seulement une tendre exaspération. Il posa le paquet emballé sur sa table basse. « Je ne suis pas ici pour te reconquérir, dit-il calmement. Je suis ici parce que c'est la veille de Noël, et je comprends enfin ce que tu as essayé de m'apprendre tout au long. Et qu'est-ce que c'est? Que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous pouvons acheter ou contrôler, c'est dans ce que nous choisissons de donner. » Il fit un geste vers le paquet. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques, titres de propriété, transferts bancaires, papiers de restructuration d'entreprise. Les yeux de Kathleen s'écarquillèrent en lisant. « Vous transférez le contrôle majoritaire de la division médicale de Kenzo Industries à une fondation indépendante, au Châteil, avec toi à la tête du conseil. Pas d'attache, pas d'interférence d'entreprise. Une autonomie complète pour poursuivre toute recherche de traitement en laquelle tu crois. » Ses mains tremblaient en lisant plus loin. « Cela vaut plus que le milliard que vous m'aviez offert à l'origine.
Son sourire était doux. Oui, parce que ce n'est pas un paiement ou une manipulation. C'est moi comprenant enfin ce que tu valorisais depuis le début. Le pouvoir de guérir, d'aider, de faire un vrai changement. Pourquoi? Parce que tu m'as appris que le véritable amour ne concerne pas les grands gestes ou les tests élaborés. Il s'agit de soutenir ce qui compte le plus pour la personne que l'on aime. Il passa une main dans ses cheveux humides de neige, un geste de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vu du temps de leur mariage. Je t'ai observé pendant des années, souviens-toi. Je t'ai vu te battre pour chaque patient, célébrer chaque victoire, pleurer chaque perte. Cette fondation, ce n'est pas une tentative d'acheter ton pardon. C'est moi devenant enfin le genre d'homme qui mérite d'aimer quelqu'un comme toi. Kathleen s'affaissa sur son canapé, les documents éparpillés autour d'elle. Par sa fenêtre, la neige tombait sur Brooklyn, rendant le monde immaculé et neuf. Les tremblements, dit-elle finalement. Ils s'améliorent vraiment. Oui, bien que le traitement fasse encore mal. Mais tu m'as appris ça aussi, que la guérison doit parfois faire mal. Et le métro? Il rit doucement. Terrifiant, mais instructif. Savais-tu qu'il y a un violoniste à la station Borough Hall qui joue Bach parfaitement? Elle le regarda alors, vraiment. L'armure d'entreprise avait disparu, tout comme le contrôle minutieux et le charme travaillé. À la place, il y avait quelque chose de brut et de réel, un homme qui avait marché à travers la neige, la douleur et la transformation pour devenir authentique. Aloysius s'agenouilla devant elle, bien qu'elle pût voir l'effort que cela lui coûtait. « Je ne te demande pas de revenir, dit-il. Je demande quelque chose de beaucoup plus difficile. » Quoi? Une chance de te faire la cour correctement. Pas de contrat, pas de faux semblants. Juste un homme demandant à la femme qu'il aime si elle pourrait envisager de prendre un café avec lui un jour. Peut-être lui parler de ses patients. Peut-être le laisser apprendre à être le genre de personne digne de sa confiance. Kathleen sentit des larmes couler sur ses joues. Vous dirigez un empire d'1 milliard de dollars. Non, corrigea Théil doucement. Je dirigeais un empire. Maintenant, j'apprends à être humain, grâce à toi. Il tendit la main vers la sienne, et cette fois, elle le laissa la prendre. Kathleen Brenda, je t'aime. Pas pour ce que tu peux me donner ou ce que tu représentes. J'aime ton cœur féroce, ton honnêteté inébranlable, ta capacité à voir de l'espoir dans les endroits les plus sombres. Et si tu me le permets, j'aimerais passer tout le temps que tu m'accorderas à prouver que je peux être digne de cet amour. À travers ses larmes, elle le vit plonger la main dans sa poche, retirant non pas une bague, mais une simple clé. Qu'est-ce que c'est? La clé de mon bureau privé, où se trouvent tous les moniteurs de sécurité, où je gardais mes dossiers de surveillance. Je fais tout démanteler demain. Plus d'observation à distance, plus de cachettes derrière des écrans et des caméras. Si jamais tu me laisses entrer dans ta vie à nouveau, ce sera face à face, vérité contre vérité. La neige tombait plus fort dehors, étouffant les bruits de la ville jusqu'à ce que le monde semble retenir son souffle. Dans cet espace silencieux, Kathleen regarda l'homme agenouillé devant elle, cet homme fier et puissant, qui avait marché à travers la neige de Brooklyn et abandonné un empire, tout cela pour devenir réel. Un café, dit-elle finalement. Quoi? Nous pourrions commencer par un café. Demain matin. J'ai détourné tôt, mais... Son sourire fut alors comme un lever de soleil perçant les nuages. Je connais un endroit près de l'hôpital. La fille du propriétaire était l'une de tes patientes l'année dernière. Elle fait des brioches à la cannelle incroyables. Bien sûr qu'il savait. Il l'avait observé pendant si longtemps. Mais maintenant, il demandait à marcher à ses côtés. Se levant, Kathleen se dirigea vers sa fenêtre, consciente qu'il suivait son mouvement. En bas, Brooklyn scintillait de lumière de Noël, chacune étant un phare d'espoir dans l'obscurité. La fondation, dit-elle. J'aurai besoin d'une transparence totale, d'audits réguliers, d'un conseil de conseillers éthiques. C'est déjà arrangé. Victoria a les dossiers. Elle se tourna pour lui faire face. Et nous? Un jour à la fois. Une vérité à la fois. Aussi longtemps qu'il le faudra pour reconstruire ce que mes peurs ont détruit. Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats bleus dans ses yeux gris. Je ne suis pas l'homme que tu as épousé sous contrat, Kathleen. Mais j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de vrai. Comme pour prouver son point, un tremblement saisit sa main droite. Au lieu de le cacher, il la laissa voir.
la laissa témoigner de sa vulnérabilité, de sa guérison en cours. Un café, répéta-t-elle doucement. Demain matin, 8 heures. Je serai là. Il fit mine de partir, puis s'arrêta à sa porte. Joyeux Noël, Kathleen. Après son départ, elle resta longtemps à sa fenêtre, regardant la neige transformer Brooklyn en quelque chose de magique et de nouveau. Sur sa table basse, les documents de la fondation promettaient de l'espoir pour d'innombrables futurs patients. Et dans son cœur, quelque chose qui avait été gelé commençait à fondre. Parce que parfois, la vraie valeur de l'amour n'est pas dans les grands gestes ou les contrats d'1 milliard de dollars, mais dans le courage de devenir réel, d'affronter la vérité, de marcher à travers la neige, la douleur et la transformation pour avoir la chance de recommencer. Chapitre 12, Double joie. 2 ans plus tard. La grande salle de bal de Kenzo Industries avait été transformée en quelque chose de magique. Au lieu de galas d'entreprise ou de réunions d'actionnaires, elle accueillait aujourd'hui une célébration très différente. Des enfants du service d'oncologie pédiatrique dansaient et jouaient, leur rire résonnant sur les murs de marbre. Parmi eux, Maya, désormais guérie du cancer et étoile montante du ballet, enseignait ses pas de danse à d'autres jeunes patients. Mais la véritable célébration se concentrait autour de 2 berceaux nichés dans un coin tranquille où des jumeaux nouveau-nés dormaient paisiblement, inconscients qu'ils étaient sur le point d'entrer dans l'histoire. Kathleen se tenait à la fenêtre, radieuse dans une robe azur fluide qui complimentait sa peau éclatante. La grossesse et l'accouchement n'avaient fait que rehausser sa beauté naturelle, ajoutant une douceur à son attitude habituellement professionnelle. À ses côtés, Aloysius n'avait jamais semblé plus fier ni plus humble. « Es-tu prête » demanda-t-il doucement, prenant sa main. Elle serra ses doigts, notant que les tremblements avaient presque complètement disparu. « Pour changer le monde ? » Toujours. Les portes s'ouvrirent, laissant entrer la presse. Mais ce n'était pas une conférence de presse ordinaire. Aujourd'hui marquait le lancement officiel du projet le plus ambitieux de la fondation Kenzo Brenda, un programme de traitement génétique révolutionnaire qui serait offert gratuitement à tout enfant atteint de cancer, partout dans le monde. Et leurs jumeaux, nés il y a tout juste 2 semaines, étaient au cœur de tout cela. Victoria monta la première au podium. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Aujourd'hui, le docteur Kathleen Brenda Kenzo et Aloysius Kenzo vont annoncer une percée médicale qui ouvre un nouveau chapitre dans le traitement du cancer pédiatrique. Mais d'abord, ils aimeraient partager une histoire personnelle. » Kathleen prit place au podium, sa confiance de médecin se mêlant désormais à la fierté d'une mère. « Il y a 2 ans, j'ai tourné le dos à 1 milliard de dollars parce que je croyais que certaines choses valaient plus que l'argent. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire quelles sont ces choses. » Elle fit un geste vers les jumeaux. Nos enfants, Hope et Justice, ont été conçus grâce à une procédure génétique révolutionnaire développée dans nos laboratoires. Mais ils sont plus que nos bébés miracles. Le sang de leur cordon ombilical contient un marqueur génétique unique, qui, une fois synthétisé, produit les cellules anticancéreuses les plus efficaces que nous ayons jamais vues. Aloysius s'avança, ses mains stables sur son dos. Ce que ma brillante épouse essaie de dire, c'est que nos enfants sont littéralement des guérisseurs nés. La thérapie génique que nous avons développée pour les aider à naître a créé quelque chose d'extraordinaire, un remède durable et reproductible pour la plupart des cancers infantiles. La salle éclata en question, mais la voix de Maya perça le chaos. Comme la façon dont j'ai guéri ? Oui, ma puce, sourit Kathleen. Tu te souviens de ces médicaments spéciaux que nous avons essayés ? C'était la première version de ce que nous avons perfectionné pour les jumeaux. Et maintenant, grâce à eux, nous pouvons aider des enfants dans le monde entier. Aloysius prit le relais, son sens des affaires désormais dévoué à la guérison plutôt qu'au profit. La fondation Kenzo Brenda établit des centres de traitement dans chaque grande ville du globe. Tout enfant, quel que soit son statut financier, aura accès à cette thérapie. Et tout a commencé par une histoire d'amour. Il se tourna vers Kathleen, les yeux brillants. L'histoire d'un médecin qui a appris à un homme d'affaires que la vraie richesse réside dans ce que nous donnons, pas dans ce que nous gardons. L'histoire d'une femme qui a refusé une fortune pour protéger ses principes, seulement pour aider à créer quelque chose valant bien plus. Une histoire sur la vérité, ajouta Kathleen, et le courage de l'affronter, peu importe la difficulté. Les jumeaux remuèrent dans leur berceau. Hope, avec les cheveux argentés de son père et la peau foncée de sa mère, ouvrit les yeux la première. Justice, dont le teint était un mélange parfait des 2 parents, suivit quelques instants plus tard. Ils étaient des symboles vivants d'unité, de barrières brisées,
d'un amour transcendant toutes les frontières. Maya sautilla pour les regarder. Ils sont comme des petits anges, déclara-t-elle, ici pour aider d'autres enfants comme moi. La conférence de presse continua, mais la vraie histoire se trouvait dans les détails que peu sauraient jamais, comment Kathleen avait découvert le marqueur génétique en faisant des recherches sur les tremblements d'Aloysius, comment leurs propres défis médicaux avaient mené à une percée qui sauverait d'innombrables vies, comment l'amour dans sa forme la plus pure avait créé non seulement une famille, mais un héritage de guérison. Plus tard dans la soirée, après le départ de la presse et le retour des enfants dans leur service désormais un lieu d'espoir plutôt que de peur, Kathleen et Aloysius se tenaient dans la chambre d'enfants de leur pantouse. Les jumeaux dormaient paisiblement, tandis que le dernier programme de récital de Maya était accroché au mur, encadré aux côtés de leurs brevets médicaux. « As-tu jamais imaginé, demanda doucement Kathleen, que ton plan élaboré pour tester mon caractère finirait par sauver des milliers de vies ?» Aloysius l'enlaça, ses mains désormais fermes et fortes. « J'imaginais trouver la vérité. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de bien plus puissant, une partenaire qui pouvait m'aider à transformer la vérité en espoir. » Hope et Justice, sourit-elle en regardant leurs enfants endormis. Des prénoms plutôt ambitieux. Ce sont des Kenzo Brenda, gloussa-t-il. L'ambition est dans leur ADN, avec la compassion, l'intégrité et, apparemment, des cellules souches miraculeuses. Par la fenêtre, Manhattan scintillait sous un ciel étoilé. Quelque part dans la ville, le violoniste jouait encore du Bach à la station Borough Hall. Le service des enfants de Mount Sinai affichait désormais le taux de guérison le plus élevé au monde, et dans un petit studio de danse de Brooklyn, Maya répétait pour sa prochaine performance, son cancer n'étant plus qu'un lointain souvenir. « À quoi penses-tu » demanda Aloysius, notant le sourire contemplatif de sa femme. « Que certains mensonges mènent à la vérité, répondit-elle. Certaines douleurs mènent à la guérison. Et parfois, les plus grands miracles ne viennent pas de ce que nous avons planifié, mais de ce que nous avons été assez courageux pour nous permettre de devenir. » Hope remua dans son berceau, tendant la main pour saisir la petite main de son frère. Même dans leur sommeil, ils étaient connectés, ces bébés miracles nés de l'amour et de la science, de la vérité et de la transformation. Tu sais, songea Kathleen, nous n'avons jamais encaissé ce chèque d'1 milliard de dollars. Pas besoin, sourit Aloysius. Nous avons trouvé quelque chose qui vaut bien plus. Et qu'est-ce que c'est? Il fit un geste vers leurs enfants endormis, vers les brevets médicaux au mur, vers la ville au-delà où des milliers de familles trouveraient désormais de l'espoir au lieu du chagrin. Un amour qui guérit, dit-il simplement. Pas seulement nous, mais le monde. Et à ce moment-là, alors que les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles terrestres, l'histoire qui avait commencé par un contrat, un fauteuil roulant et un test d'1 milliard de dollars trouva sa véritable fin. Non pas dans la richesse, le pouvoir ou des tromperies soigneusement élaborées, mais dans le pouvoir pur et transformateur de l'amour, pour guérir, pour espérer et pour créer des miracles qui se répercuteraient sur les générations à venir. Car en fin de compte, la plus grande vérité était la plus simple, l'amour, lorsqu'il est réel, courageux et vrai, a le pouvoir de guérir non seulement les cœurs, mais le tissu même du monde.